3. Sommeil, dormir, dormir profondément. Nous sommes à Mons, en Belgique. Didier Steele est passionné par la télépathie. Pour provoquer certains phénomènes troublants, son truc, c'est l'hypnose. Dans cette salle, plusieurs personnes sont venues assister et participer à l'une de ses conférences. Avant d'aborder la télépathie, il leur propose de vivre sous hypnose plusieurs expériences. Ici, ils ont l'illusion d'être au cinéma. Les gags s'enchaînent à une vitesse incroyable. Le film est d'un comique. Vous n'avez jamais vu un film aussi comique de votre vie. Mais le temps fort de cette soirée reste l'ultime expérience proposée par Didier, l'hypnose à distance, par télépathie. Attention. Pour prouver au public présent dans la salle qu'il peut hypnotiser quelqu'un à distance sans prononcer un seul mot, Didier isole plusieurs personnes de son choix dans le couloir. Après quelques minutes de concentration, Didier leur suggère, d'après lui, par télépathie, de le rejoindre à l'autre bout de la salle. Un message reçu, semble-t-il, clairement par Nathalie, mais également par Marie-Ange, qui nous fait part de ses impressions. C'est une sensation d'avoir fait quelque chose sans que je le veuille vraiment. Je sais pas, j'étais poussée, j'avais l'impression de vouloir rester là-bas, mais mes jambes, c'est vraiment l'impression que mes jambes s'en allaient. On est entouré, on ressent une chaleur, et on dirait qu'on va vers la source de chaleur. Marie-Ange semble surprise par l'expérience qu'elle vient de vivre. Mais selon Didier, nous serions tous capables de communiquer par télépathie. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas un don. Je crois que tout le monde possède ça en lui. C'est un potentiel qui est peut-être caché chez pas mal de gens. À chacun de le développer et de l'utiliser à bon escient, en tout cas. À 33 ans, ce jeune ingénieur industriel vit avec sa famille tout près de la frontière française. Avec Martine, sa compagne, Didier affirme que la télépathie est même devenue un moyen de communication banal et presque quotidien qui leur aurait rendu service en de nombreuses occasions. Il suffit par exemple que ma femme aille faire des commissions et j'ai oublié de lui demander quelque chose. Il suffit que j'y pense fortement, mais c'est d'une manière tout à fait naturelle et sans volonté de ma part de communiquer avec elle. Et le soir, quand je rentre à la maison, eh bien, la chose à laquelle j'ai pensé eh bien, se trouve dans le paquet des commissions. Alors elle ne sait pas pourquoi elle a pris ça, pas forcément, mais bon, c'est là. Un truc qui arrive souvent d'ailleurs, c'est... j'oublie souvent mon GSM, hein, c'est simple. Et à mon travail, on peut malheureusement pas toujours téléphoner nous-mêmes. Donc je me dis, tiens, j'aimerais bien qu'il me téléphone. Et bien, dans les 5 minutes, il me téléphone. Il ne sait pas pourquoi il m'a téléphoné, mais il me téléphone. Pour apporter la preuve de leur témoignage, nous avons proposé au couple de faire un test de télépathie devant notre caméra. Séparés l'un de l'autre par quelques mètres, ils ont devant eux 5 cartes identiques apportées par nos soins. Ces cartes reproduisent des formes géométriques simples et très faciles à identifier. Voici un résumé de l'expérience telle qu'elle s'est déroulée. Didier va tenter de projeter sa pensée vers Martine. À chaque fois qu'il choisit une carte, il en visualise la forme et tente d'envoyer le message à Martine. Martine, elle, a pour mission de nous montrer la carte qu'elle a cru recevoir. Après environ 5 minutes de concentration intense, Martine aura trouvé 3 des 5 cartes visualisées par Didier. Hasard ou télépathie? Selon les lois de la probabilité, en tout cas, ils avaient moins d'une chance sur 10 d'obtenir ce résultat. À 1500 km de là, à Nice, vit une autre personne passionnée par la télépathie, Graziella. Comme Didier et Martine, Graziella se dit elle aussi très réceptive aux messages télépathiques depuis son enfance. Je me suis aperçue assez tôt de mon don de télépathie parce qu'au moment où les personnes disaient quelque chose, quand j'étais enfant bien sûr, j'allais le dire. Je pensais à quelqu'un, à des amis, et ils venaient voir mes parents à ce moment-là. Au moment précis où je pensais à eux, ils tapaient à la porte. En fait, j'ai comme l'impression de surfer sur les pensées. J'ai des exemples récents, par exemple avec une amie, j'étais sur Paris et elle voulait voir sa marraine. On s'arrête devant la porte d'entrée, il fallait le code. Et là, elle l'avait complètement oublié. Elle me dit, mon Dieu, j'ai pas le digicode, comment je vais faire?
Et moi, je lui dis, ça serait pas le... Pour la petite histoire, je lui dis n'importe quoi, mais je lui dis, ça serait pas le 320 AZ, par exemple. Et elle me dit, mon Dieu, mais comment tu le sais? Elle le fait, c'était ça. Dans la vie de cette jeune artiste peintre, les exemples de télépathie seraient fréquents. Pour appuyer son témoignage, Graziella nous propose de rencontrer Gilles, son meilleur ami. Il y a plusieurs mois, Gilles et Graziella auraient vécu une expérience télépathique surprenante. Une nuit, je me réveille, j'arrivais pas à dormir. Donc j'ai pris un livre, j'ai bouquiné pendant un moment, essayant de trouver le sommeil. Et puis au bout de 20 minutes, je me suis dit, bon, je vais peut-être téléphoner à un ami. Et j'ai pensé à un ami, Gilles, j'ai dit, tiens, je vais l'appeler. Et j'ai regardé l'heure quand même, et il était 4 heures pile. Et je me suis dit, je peux pas le réveiller à cette heure-ci, c'est pas possible. Donc je me suis rallongée, et puis je me suis endormie un peu plus tard. Ça s'est passé pendant la nuit. D'un seul coup, un coup de téléphone me réveille. Il était 4 heures du matin. Le téléphone continue à sonner. J'étais complètement endormi, je me lève, je vais à mon téléphone. Et je décroche et il n'y avait personne. À ce moment-là, je pense à Graziella. C'est la première personne à laquelle je pense. Et le lendemain matin, je l'ai appelé pour lui demander « Tu m'aurais pas appelé cette nuit à 4 heures du matin par hasard ?» Alors là, les bras me sont tombés, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est extraordinaire ce que tu me dis, parce que précisément à 4 heures du matin, j'ai pensé t'appeler, j'ai regardé l'heure et j'ai pas fait à cause de l'heure. Graziella, Didier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on est d'accord, hein, c'est la première fois sur ce plateau que vous vous rencontrez. Tout à fait. Vous ne vous étiez jamais rencontrés auparavant. Non, jamais auparavant. En revanche, vous avez un point commun. Tous les deux, vous croyez à la télépathie. Oui. Et vous pensez être capable de transmettre ou de recevoir des émotions, des informations à distance. Tout à fait ça. D'accord. Alors, pour nous, vous avez accepté de tenter une expérience qui, je le crois, n'a jamais été tentée à la télévision. Nous avons placé des capteurs sur le corps de Graziella pour enregistrer ses pulsations cardiaques. Et à 1000 km de là, nous avons envoyé Didier ressentir des émotions assez fortes, puisque Didier, nous vous avons emmené sur le plus grand manège, la plus grande montagne russe d'Europe, tout simplement. Hein. Voilà, tout à fait. Au même moment, on avait des caméras complètement distinctes, les équipes ne savaient pas, il y avait une fourchette d'1 heure à peu près, un maximum, pour savoir quand les choses se passaient, mais vous ne saviez absolument pas ce qu'allait ressentir Didier, vous n'aviez aucune information, ni l'un ni l'autre. Les seuls éléments que vous aviez, c'était une photo. Une photo. Au dernier moment en plus. Au dernier moment. Je vous propose tout de suite de regarder cette expérience. Hein. Encore une fois, je le rappelle, à 1000 km de distance, sans jamais vous être rencontrés auparavant, vous avez essayé de transmettre vos émotions. On regarde ce reportage de Vanessa Pontet, assistée de Céline Dahan. Graziella et Didier vont se prêter ensemble à une expérience de télépathie sans se connaître. Et sans même se rencontrer, ils vont tenter de communiquer par la pensée à près de 1000 km de distance. Didier sera à Paris, Graziella à Nice. Il est 11h30, nous accompagnons Graziella dans un cabinet de cardiologie niçois. À notre demande, le cardiologue va la brancher sur un électrocardiogramme pendant toute la durée de notre expérience, soit environ 1 heure. L'élément essentiel de l'expérience d'aujourd'hui, c'est de voir s'il y a une répercussion sur le rythme cardiaque pendant votre expérience. Donc on peut s'attendre à des accélérations du rythme cardiaque, on peut s'attendre à des ralentissements qui sont le témoin du rôle du cerveau sur la régulation de la fréquence cardiaque et de l'activité électrique du cœur. De son côté, Didier arrive tout juste de Bruxelles. Nous le conduisons immédiatement dans le plus gaulois des parcs d'attractions, situé en région parisienne. Dans moins d'1 heure, il devra monter à bord du plus impressionnant Grand 8 d'Europe. Projeté à plus de 80 km/h avec 7 fois de suite la tête en bas, Didier essaiera d'envoyer son stress par télépathie à Graziella, qu'il ne connaît même pas. C'est pourquoi nous lui remettons la photo de Graziella. Il la voit donc pour la première fois et on se demande bien comment il va pouvoir communiquer avec elle. Maintenant que j'ai reçu la photo de Graziella, je vais me concentrer sur son image et je vais essayer de lui communiquer le stress dû à l'expérience télépathiquement. Même chose à Nice, où nous remettons la photo de Didier à Graziella. Chacun connaît maintenant le visage de l'autre. Didier et Graziella n'auront pas d'autres informations. La jeune femme ne saura même pas quel genre d'émotion Didier tentera de lui envoyer par télépathie. Je vais essayer de me concentrer sur sa physionomie en général. Si lui, de son côté, il regarde ma photo, logiquement, il y a un contact qui se fait. Ok, je suis prêt. On y va. Sans quitter des yeux l'image de Graziella, Didier se dirige maintenant vers la redoutable attraction.
À Nice, Graziella, détendue, se concentre sur le visage de Didier. Notre équipe filme les moindres battements de son cœur. C'est parti. Il est 12h30 précise. Pour Didier, l'expérience de télépathie va durer à peine 1 minute. Malgré la vitesse, il reste très concentré sur la photo de la jeune femme. À 1000 km de là et précisément au même moment, surprise, Graziella est secouée de tremblements. Elle ne sait rien de ce que Didier est en train de vivre et pourtant son corps semble bien réagir à quelque chose. J'ai des spasmes bizarres. Oh, c'est terrible ça. Après 1 minute de grand 8 effréné, pour Didier, l'expérience se termine enfin. Il est temps de lui demander ce qu'il a ressenti. L'image que j'ai pu avoir de Graziella pendant le trajet était assez nette, assez précise. Et je pense, en tout cas je pense, que j'ai pu lui transmettre quelque chose, en tout cas, des émotions, des sensations, quelque chose. Je n'ai pas eu d'image. Non, j'ai ressenti, comment dirais-je, ça m'a perturbée à un moment, comme quelque chose, enfin c'était désagréable, voilà. Le sentiment général, c'était désagréable. Ce n'était pas amusant, ce n'était pas drôle, ce n'était pas triste, mais ce n'était pas agréable, c'était désagréable. Et à un moment, je pense que j'ai dû avoir une peur, quelque chose qui m'a fait peur, parce que j'ai eu comme une décharge d'adrénaline. Vous voyez, voilà, c'est la seule chose que je pourrais donner. Après avoir relu attentivement l'enregistrement de l'électrocardiogramme, le médecin interprète devant nous les résultats. Vous voyez sur cet enregistrement qu'aux alentours de 12h30, alors qu'elle était parfaitement régulière, tout comme l'ensemble de l'examen, elle a eu une petite phase de tachycardie où le cœur s'est brutalement accéléré pendant une période assez courte. À l'évidence, elle a fait un petit trouble du rythme que nous avons enregistré, qui se voit généralement lorsqu'on a un stress ou une émotion forte. Et je crois que vous l'avez vous-même ressenti, oui, puisque vous m'avez dit... J'ai eu le cœur qui s'est emballé. Voilà, vous avez eu un sentiment de palpitation, d'un emballement cardiaque. Vous ne l'avez pas inventé, puisque nous l'avons parfaitement documenté. Ça a été très court, hein. C'est l'histoire d'une dizaine de complexes cardiaques que l'on voit dans certaines circonstances de stress, d'émotion. Et ça peut correspondre peut-être, ça c'est pas moi qui peux juger, à quelque chose de paranormal. Aurions-nous réellement la capacité de communiquer par la pensée ? Comment expliquer l'étonnante variation du rythme cardiaque de Graziella constatée par le médecin au moment précis où Didier était sur le Grand 8 à 1000 km de la jeune femme ? Bon, alors on a été troublés, hein, on ne vous le cache pas, de ce résultat malgré tout. Graziella, qu'est-ce que vous avez réellement ressenti ? Vous décrivez quelque chose d'assez précis, hein, qu'on peut rapprocher d'une montagne russe, c'est-à-dire ça fait peur, mais c'est pas triste. C'était ça votre sentiment vraiment ? Tout à fait. Une émotion très, très profonde. Écoutez, comme je l'ai dit, ça m'a fait une décharge d'adrénaline. En fait, je pense, maintenant, j'ai vu le reportage. C'est vrai que le Grand 8, c'est génial. Et c'est une impression maintenant. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu ressentir comme ça aussi. C'est pas mauvais, c'est pas triste. Mais par contre, c'est un stress. Alors, la perturbation qui a troublé notre cardiologue, la perturbation du rythme cardiaque, dure quelques pulsations. Hein. C'est très court. Or, la traction est un peu plus longue que cela. Comment vous expliquez, comme ça, en réaction, à chaud, que votre réaction était relativement courte, alors que la traction dure plus longtemps ? Je pense que ce qui aurait été intéressant dans cette expérience, mais je pense que ça doit être pas faisable, c'est que lui, il aurait été relié par des électrodes. Peut-être qu'au moment où il a eu également une décharge d'adrénaline, c'est peut-être ce que j'ai ressenti. Parce que lorsqu'on est sur un Grand 8, on n'est pas constamment, j'imagine, avec une tachycardie, c'est pas possible. Je pense que j'ai peut-être capté ce moment-là. Didier, vous avez dit quelque chose d'étonnant aussi à la fin du reportage, c'est que vous étiez à peu près certain que vous aviez réussi à transmettre quelque chose. Comment vous pouvez avoir ce sentiment, cette conviction ?
En fait, à partir du moment où, pendant l'attraction, toute la durée de l'attraction, j'avais réussi à visualiser le visage de Graziella, je suis presque certain que tout ce que je peux ressentir ou toutes les idées que je pourrais émettre vont atteindre la personne, donc, et ici notamment Graziella. Pour vous, est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que vous pouvez envoyer des informations? En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a rien de surnaturel à tout ça. La télépathie ou autres phénomènes dits paranormaux ne sont régis que par des lois naturelles, qui, c'est vrai, ces lois, nous ne les connaissons pas bien ou nous les connaissons mal, ou pas du tout, mais qui existent. Je crois que tout le monde peut avoir accès à ces phénomènes pour peu qu'il y prête attention, qu'il s'y intéresse et qu'il aille chercher au plus profond de lui-même. C'est de la concentration? C'est de la concentration, oui. Ce sont peut-être des techniques un peu particulières, de la respiration, de la visualisation. Docteur, les scientifiques se sont penchés sur le phénomène et jamais ça n'a été prouvé scientifiquement. Jamais on est arrivé à le mettre en évidence. Et là non plus. Ah bon? Non, pas du tout. Je crois que déjà, il faut, dans ce cas tout à fait quand même étonnant, hein, il y a déjà deux personnalités qui croient très très fort à ces dons, enfin, que vous pensez avoir. Donc déjà, vous êtes dans une condition psychologique qui est déterminée. Ensuite, il y a cette expérience. Alors cette expérience, on a constaté pendant quelques secondes, hein, n'oublions pas que c'est quelques secondes, un petit trouble du rythme, mais tous les cardiologues vous diront que quand on enregistre pendant 24 heures un électrocardiogramme chez quelqu'un et qu'on regarde après ce qui s'est passé, dans beaucoup de cas, on observe des manifestations de quelques secondes. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive couramment. N'oublions pas que vous étiez quand même un petit peu aussi pendant 1 heure et demie allongé, donc avec aussi... vous n'étiez pas allongé? Ah non, complètement zen. Si, allongé. Oui, zen. Mais zen, vous savez, le zen, ça veut dire, on peut être zen, mais dans la tête, on a tellement envie de... J'ai failli m'endormir à un moment. Oui, mais vous aviez envie que ça marche quand même, de toute façon, c'est évident. Je savais que ça marcherait de toutes les manières. Oui, enfin, sauf que là, on n'a pas vraiment une vraie réaction. Je vais vous donner un exemple très très clair. Moi, je suis allergologue, je m'occupe de gens qui ont des allergies au pollen, en ce moment, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que j'ai constaté 2-3 fois chez certaines personnes, en plein hiver, une personne allergique au pollen, donc il n'y a pas de pollen dans l'environnement, donc ça c'est... va au cinéma. Et au cinéma, voit un film avec un champ de pollen et se met à éternuer. Donc, juste pour dire simplement qu'on arrive, on a une telle détermination qu'on peut arriver dans certaines situations inconsciemment. Là, je parle voilà, c'est l'autosuggestion. Donc, je parle plus d'autosuggestion. Précisément cet endroit. La seule chose qui nous a troublés, c'est que, c'est vrai, il y avait 1 heure de battement. Or, on a véritablement, il n'y a pas de contact. Une petite part d'inconnu. C'est exactement au même moment. Ça, les sons troublant. Alors à ce moment-là, ce qui serait intéressant, c'est de reproduire l'expérience sur une dizaine ou une quinzaine de personnes, effectivement, bon, d'aller un petit peu plus loin. Mais je crois que ça s'explique sur un plan médical et psychologique assez simplement. En tout cas, là, ça ne prouve pas avec certitude. Mais si on a envie d'y croire, on peut y croire. Ce qui est troublant, c'est qu'en effet, c'est que ce soit juste au même moment. Donc même si c'est de la suggestion, c'est quand même troublant que les deux suggestions se soient produites au même moment. Nous connaissons absolument pas à l'avance, ayant simplement une photo. Il y a un petit doute, il y a un petit trouble, effectivement. Reproduisons, si vous êtes d'accord, l'expérience sur 500 personnes. Ce que j'allais vous proposer, sur 500 personnes... Je peux me permettre de dire quelque chose qui n'a pas été dit. C'est que cette expérience, elle a réussi. Elle a eu quelques ingrédients, des facteurs de réussite. C'est-à-dire, on a trouvé le bon émetteur, on a trouvé le bon récepteur. Et ça, en télépathie, on oublie souvent. Donc cette fois-ci, il y avait vraiment tout qui était réuni pour réussir. Merci Didier et Graziella, bien évidemment, d'avoir tenté cette expérience avec nous. Et puis je vous donne rendez-vous plus tard pour peut-être refaire d'autres choses. Docteur, merci, on continue. Vous avez sans doute entendu parler des jumeaux astro, des personnes qui sont nées la même année, le même jour, le même mois et à la même heure. Michel, que vous allez découvrir maintenant, voulait absolument rencontrer ces jumeaux astrologiques. Cette démarche, pour le moins originale, a tout simplement changé sa vie. Un reportage d'Héloïse Beauvais. C'est un contact direct avec l'autre, comme si on le connaissait depuis des années. Voilà. C'est-à-dire, vous rencontrez une personne, c'est pas une rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est une continuité. Je veux dire, c'est fou, c'est vraiment fou. Michel et Annie sont jumeaux astro. Ils sont nés la même année, le même jour, à seulement 15 minutes d'intervalle. Ils ont donc un thème astral identique. Ils ressentiraient et vivraient les mêmes choses, exactement comme de vrais jumeaux génétiques. Pour l'astrologue Meredith Duquesne, rien d'étonnant à cela. Ça implique
quasiment le même potentiel psychologique, mais surtout la même nature d'événements et au même moment. Être un jumeau astral, c'est vraiment être porteur du même devenir malgré tout. L'histoire de Michel et Annie ne doit rien au hasard. Il y a quelques années, Michel décide de chercher ses jumeaux astro. En se rendant au salon de l'astrologie à Paris, il ne se doute pas encore qu'il va rencontrer la femme de sa vie. J'avais remarqué que la porte d'entrée en bas à côté de l'orateur grinçait. J'ai donc fait grincer la porte tout doucement. Je suis rentré avec ma pancarte. Cherche natif du 23 janvier 1950. Des tas de gens sont venus me voir. Ah mais moi, il y a ma sœur qui est née tel jour. Une dame, ah mais moi, mon fils est né tel jour. Et puis j'ai récolté comme ça une dizaine de dates. Une audace qui lui permet de rencontrer Annie, née elle aussi le 23 janvier 1950. Mais leur rencontre a-t-elle été pour autant dictée par les astres? Le signe du Verseau, ce sont des gens qui ont de l'originalité et qui poursuivent leurs idées jusqu'au bout. Parce que par exemple, avec des gens qui sont du signe de la Vierge, ce genre d'affaires n'aurait pas été possible. Être un jumeau astral dans un couple serait alors le gage d'une véritable harmonie. L'astrologue Meredith Duquesne affirme même qu'un lien paranormal peut se créer. Lorsqu'on est jumeau astral, il y a vraiment une très très forte probabilité de télépathie, puisqu'en fait on a la même énergie, on pense, on agit, on fait beaucoup de choses de la même façon. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se parler souvent. On n'a pas du tout besoin, c'est vraiment médiumnique, télépathique. Ça c'est quelque chose de très troublant justement. Et Michel et Annie le confirment. Curieusement, ils auraient les mêmes problèmes physiques, les mêmes maladies et cela au même moment. On a les chevilles sensibles tous les deux, on a tendance à avoir mal de gorge aussi tous les deux. Un autre point commun, c'est qu'on a un point sensible au niveau de la vésicule, mais il nous arrive d'avoir mal en même temps, peut-être à 5 minutes, 10 minutes d'intervalle, mais c'est en même temps. Si bien qu'on a pris l'habitude, quand il y en a un ou deux qui a quelque chose, on demande à l'autre, toi, t'as pas mal à tel endroit, parce que là, moi, je sens ça. Encore plus étonnant, et toujours comme de vrais jumeaux, Michel et Annie ont un secret, une particularité physique inexpliquée. Regardez ma main gauche, et Annie va vous montrer sa main droite. Alors regardez ce truc extraordinaire, on a déjà un truc rare. Moi j'ai une ligne comme ça en travers, et Annie a une ligne en travers là aussi. Nos mains sont quand même ressemblantes. Et j'espère qu'il y a des gens qui un jour pourront nous éclairer là-dessus. Alors comment expliquer tous ces phénomènes? L'astrologue reste persuadé que tout est écrit dans le ciel. Ça ne peut pas être le hasard parce qu'on va avoir une sorte d'horloge en fait, qui va permettre de définir les événements en fait, de la vie de quelqu'un, qu'on peut lire dans les étoiles, enfin, dans les planètes. Meredith Duquesne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Annie Peudon, Michel Drault, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qui est sûr, que l'on croit ou pas à l'astrologie, c'est que votre histoire est une très belle histoire, très romantique. Mais sincèrement, Michel, qu'est-ce qui vous a pris d'un jour aller chercher les gens qui sont nés le même mois, la même année, à la même heure, le même jour que vous? Et je me suis dit, tiens, je vais chercher mes jumeaux astrologiques partout sur la planète. Mais au départ, vous ne cherchiez pas particulièrement la femme de votre vie, c'était chercher les gens qui sont nés le même jour que vous. Je cherchais les gens qui sont nés le même jour que moi. Mais Michel, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Or, à l'arrivée, il s'est passé quelque chose. Il y a des gens dans l'histoire qui ont vécu des histoires d'amour phénoménales. Bon, quand on va regarder leur thème, on s'aperçoit qu'il y a des relations extrêmement particulières. Donc, en raisonnant à l'envers, s'ils avaient tel type de relation, c'est peut-être bien que l'amour dépend de ça. Pour essayer de comprendre votre théorie, il faudrait donc demander la date de naissance des personnes que l'on rencontre pour savoir si ça va coller. Voilà, et c'est comme ça que j'avais commencé mes travaux. Ça casse le romantisme un peu quand même. Pas du tout, pas du tout. Ça casse pas le romantisme. Pas du tout. On perd moins de temps. Et c'est beaucoup plus puissant. Là, on a un vécu total. Vous êtes sans doute très très proches et vous avez plein de choses en commun. Mais moi, comme ça, en vous fréquentant depuis quelques secondes, j'ai l'impression que vous êtes totalement dans vos calculs mathématiques et vous, beaucoup plus romantique, beaucoup moins cartésienne, beaucoup moins, etc. Oui, est-ce que vous avez l'air d'avoir des différences quand même? C'est la différence masculin-féminin aussi. C'est la différence masculin-féminin. Et les choses plus troublantes, c'est lorsque vous parlez des petits pépins de santé ou des douleurs qui vous ressentent en même temps. Là, ça devient plus étrange. Si jamais vous tombez malade, Annie va tomber malade? Non, il faut pas simplifier comme ça. Mais il y a eu un événement particulier, justement. Là, moi, je viens d'aller passer 2 mois en Inde. Et j'ai vécu des choses particulières. Et les jours où j'ai été malade avec de la fièvre, il a été obligé de faire demi-tour. Il n'a pas pu aller au collège, il a été malade. Voilà. Il est allé chez le médecin.
Et là, il s'est arrivé 3 fois de suite pendant que j'étais en Inde, à des dates différentes. Et là, ça nous a même surpris tous les deux. Voilà. Docteur. Moi, je vois surtout un couple qui a l'air de s'aimer, en tout cas, qui est très proche. Et est-ce que, en dehors de cette théorie astrologique, vous auriez pu quand même vous rencontrer, j'imagine aussi. Bon, il y a eu cette démarche, mais on sent que vous êtes très proches, que vous vous aimez, qu'il y a une sorte de fusion, on le sent. Donc, à partir de là, c'est vrai que quand il y a fusion, on le sait tous qu'il arrive souvent des événements ou qu'on prédit certains événements, ça c'est certain. Pas forcément malade ensemble. Alors malade, là je voulais y revenir quand même, parce que c'est vrai que, bon, avoir une banale angine, une angine, bon, on sait que ça peut s'attraper assez facilement quand même, il faut être un petit peu... si vous me parliez effectivement de maladies génétiques, de maladies un peu exceptionnelles, on pourrait évidemment, comme ça se passe entre certains jumeaux génétiquement parlant, mais de banales maladies, bon, ça peut concerner 10-20% de la population à un certain moment de l'hiver ou de l'année. Hein. Meredith, vous êtes astrologue. Donc vous êtes plutôt proche de l'opinion de Michel. Oui. Cela dit, il y a quand même beaucoup de couples qui sont ensemble et qui ne sont pas jumeaux, astrologiquement parlant. Pourtant, ça marche. Oui, bien sûr, mais c'est qu'en fait, on va comparer, à ce moment-là, on va prendre effectivement 2 thèmes, on va les comparer, et il y a des points de rencontre. Par exemple, il y a des gens qui vont très très bien communiquer, et des gens qui vont avoir une entente physique exceptionnelle, qui vont avoir une entente intellectuelle moins exceptionnelle. Et en fait, c'est sur la durée qu'effectivement, quelquefois, le couple va se défaire, parce que, effectivement, ça va commencer sur quelque chose de beaucoup plus piquant, et puis ça va s'éroder, parce que justement, via l'entente, sera moins forte en fait. Je voudrais vous remercier tous les deux de nous avoir parlé de votre expérience, pas banale, hein, et plutôt sympathique, mais on va aller un peu plus loin avec Meredith justement, parce qu'on a tenté l'expérience. Ce qui vous est arrivé nous a quand même troublé. Alors on a mis un petit peu Meredith sur le grill. Meredith, nous vous avons donné le signe astral de Sophie. Et nous avons organisé des rencontres entre Sophie et 4 jeunes garçons. Vous ne les avez pas vus physiquement, vous aviez juste leur nom, leur date de naissance, enfin, ce qui vous permet de travailler. Oui. Et on vous a demandé, voilà, Sophie va rencontrer individuellement chacun de ces 4 garçons, avec lequel va-t-elle le mieux s'entendre. Eh bien, regardez les rencontres de Sophie, choisies par nous, hein, par la production, et des 4 garçons. Ils ne s'étaient jamais rencontrés avant. On va voir si Meredith a réellement prévu ce qui va se passer. Regardez. Cette jeune femme s'appelle Sophie. Elle va devoir choisir entre ces 4 garçons qu'elle ne connaît pas. Xavier, Guy, Yvan et Yves. Sans jamais les voir, l'astrologue Meredith Duquesne va tenter de prédire lequel aura la préférence de Sophie. Son seul et unique outil pour cela, leur thème astro. Sophie est donc née sous la combinaison astrale Balance, ascendant Sagittaire. Alors c'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime être entouré, qui déteste la monotonie, qui a absolument besoin d'être toujours en mouvement, qui adore la fête, qui sait communiquer, qui peut s'adapter, mais qui manque en fait d'assurance, alors qu'en fait les gens pourraient penser le contraire. Sophie n'aura que quelques minutes pour faire connaissance et désigner celui dont elle se sent le plus proche. Pour l'astrologue, la réponse se trouve déjà inscrite dans les astres. C'est vraiment avec Guy, qui lui est Verseau, ascendant Sagittaire, que le potentiel de rencontre est le plus évident. Ce sont 2 personnes en fait qui vont tout de suite se comprendre. Il ne reste plus qu'à vérifier la prédiction de l'astrologue. Sophie a rendez-vous avec Guy. Il est Verseau. Pour l'astrologue, c'est normalement avec lui que Sophie aura le plus d'affinité. Alors moi, je dis toujours au 5S. Santé, sous, sexe, soleil, succès. Je connaissais même pas ça. Moi. C'est moi qui l'ai inventé. Qu'est-ce que tu fais? Je suis comédien, danseur. Comédien, danseur? Oui. Bravo. Tout à fait. Non, j'adore danser. Oui, mais on peut aimer tout en ne sachant pas. Je sais un petit peu. Ah, alors ça, c'est parfait. Première passion en commun, la danse. L'astrologue aurait-elle vu juste? Sophie semble vouloir en savoir plus. Dans le partage des tâches? À la maison, par exemple. Alors, je vais te dire une chose, c'est que souvent... Tu es l'homme aussi qui rentre, qui met ses petits chaussons, qui s'installe devant son four. Oui, pépère tranquille. Non, quelle horreur. Je cuisine, je sais faire en fait les tâches ménagères, C'est fantastique. Faire la bouffe. Mais j'ai mes petits défauts aussi, mais je peux pas le dire. Tu fais les courses aussi? Bien sûr. Ah, quand même, hein. Il y a beaucoup de choses positives. Là. Guy est quelqu'un de aussi très indépendant, mais il a en fait une énorme tolérance aux autres, notamment pour les femmes. C'est quelqu'un d'assez rassurant. Qui a-t-il séduit notre célibataire comme l'a prédit l'astrologue? Pour l'instant, difficile à dire. Deuxième rendez-vous pour Sophie qui rencontre à présent un Capricorne, Xavier. Tu as déjà vécu une grande histoire?
Oh là, Plusieurs? Non, pas beaucoup. Non, une grande histoire, ouais, mais ça a été le drame de ma vie. Bienvenue au club, alors. Bon, on est deux, alors. On est deux à avoir souffert d'une histoire difficile. Déjà un point commun dans leur vie sentimentale. Les astres y seraient-ils pour quelque chose? Et toi, tu crois à l'astrologie, à tous ces trucs? Non. Toi? Tu vois, j'y crois pas trop. Non, c'est vrai que je m'entends plus avec certains signes. Je m'entends bien avec les scorpions et les taureaux. Et tu es quel signe, toi? Capricorne. Et bien entendu, l'astrologue, elle aussi, est convaincue que des liens particuliers existent entre certains signes. Il y a des signes qui, a priori, vont avoir plus de difficultés à s'entendre avec d'autres. Par exemple, des Gémeaux et des Capricornes. En revanche, si vous mettez quelqu'un du signe du Taureau avec des Capricornes ou du signe de la Vierge, il y a effectivement plus de compatibilité évidente. Le signe astrologique de Sophie sera-t-il compatible avec celui du troisième prétendant? Nous allons vite le savoir. Au programme cette fois, une balade au fil de l'eau avec un poisson, Yvan. Alors tu es coiffeur, c'est ça? Je suis coiffeur. J'ai testé un coiffeur pendant presque 7 ans et... 7 ans, c'est déjà une belle histoire. Ah, c'est une belle histoire, j'ai fait un enfant avec. Ah bah je comprends maintenant. Ah ok, d'accord. Il va partir en courant. Bon, je ne suis plus coiffeur. Moi aussi, j'étais marié. C'est pas vrai. Si. Oh là là. Est-ce que tu as fait un enfant? Non. Et depuis alors, comment tu... Mais depuis, je vis bien. Tu rencontres les jeunes filles dans ton salon Non, non, on n'attrape pas dans les salons. Et tu marches au quoi? Au feeling Ouais, au feeling, ouais. Je sais pas, au feeling, ouais, tout à fait, ouais. Au regard. Ah, le regard, ouais. Ouais, c'est important. Le sourire. Ouais. Entre Yvan et Sophie, le courant semble passer. Mais il ne faut jurer de rien. C'est maintenant le tour du dernier témoin, un autre poisson dénommé Yves. Qu'est-ce que c'est ta passion? Ça fait presque 10 ans que je mixe de la house. Enfin, je suis passé par plusieurs styles en musique électronique. Ah, j'adore la house. Ah, c'est bien. J'ai pas de passion... Je sais pas, même pas la mer, la montagne. Non, je peux pas appeler ça une passion. Non, c'est pas, j'ai pas quelque chose qui me, moi, la mer, qui prend ma vie. C'est pas une passion, mais c'est un besoin. Enfin, c'est fondamental. Il faut au moins. Parce que t'es breton, c'est ça? Ouais, il faut qu'une fois, 2, 3, même 10 par an, je vois la mer, quoi. Celui qui a le moins de compatibilité évidente, ce serait Yves. Parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup d'aspects dans leur thème qui soient compatibles. Je crois pas qu'ils soient du tout sur la même longueur d'onde, ces deux-là. Alors qui sera l'heureux élu? Xavier, Guy, Yvan ou Yves? Sophie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et d'avoir tenté cette expérience. Ça n'a pas l'air désagréable, hein, de toute façon. Très sympa. Bon. Mais on va d'abord commencer à discuter avec Meredith, hein, qui a planché sur ces thèmes. Alors, on va les reprendre un par un. Ils sont à côté, hein. Dans les loges, on est en train de les filmer. On va commencer par Guy. Racontez-nous un petit peu ce qui, selon vous, se passe entre eux. Écoutez, moi, lorsqu'ils se rencontrent, a priori, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient des personnes qui avaient à peu près la même énergie, le sens de la liberté, enfin, de l'ouverture, de la communication. C'était votre favori, hein, Guy, hein, alors vous nous l'avez dit dans le sujet. Hein. Oui, absolument. Je pense on va dire que c'est pas mon favori, c'était le potentiel pour moi. D'accord. C'est là où les planètes, en fait, fonctionnaient le mieux. Xavier, qui est également là. Alors, Xavier Capricorne, ascendant Balance, je le trouvais un petit peu, pour moi, enfin, par rapport à Sophie, un petit peu trop introverti. Et donc, en fait, j'ai tendance que la communication serait plus lente et un petit peu plus compliquée. Mais, je veux dire, en même temps, je tiens à préciser que toute relation, en fait, se construit et doit s'établir. Donc, c'est vrai qu'a priori, c'était pas là où j'aurais donné le gagnant, mais bon. D'accord. Yvan? Yvan, donc c'était Poisson, ascendant, Gémeaux. Alors, ce qui était intéressant, je l'avais mis en deuxième, Yvan d'ailleurs. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les points d'ascendant, en fait, qui sont complémentaires. Donc, il peut y avoir une complémentarité là. Mais c'est vrai qu'Yvan, pour moi, c'est quelqu'un aussi d'un petit peu plus intériorisé, un petit peu plus, une façon d'exprimer moins extravertie encore que celle de Sophie. Et Yves, le dernier. Yves, donc, était aussi Poisson, ascendant, Balance. Alors, c'était quelqu'un qui est vraiment dans la très grande sensibilité, très grande imagination, donc c'est pareil qu'il y a aussi, ce sont des personnes en fait toutes assez sensibles, introverties. D'accord. Alors Sophie, bon, à l'évidence ça s'est pas mal passé à chaque fois, hein. Ces garçons sont sympathiques, séducteurs, on a vu, hein, donc ça s'est bien passé, mais malgré tout, c'était le jeu, ils le savent. Est-ce que vous avez après plus d'atomes crochus avec l'un, avec l'autre? Racontez-nous. C'était assez difficile comme choix à faire. Ouais. Et moi, je pense m'entendre mieux avec Yvan. D'accord. C'est celui avec qui je me suis sentie le plus à l'aise. Et
Dans la conversation, j'étais bien en parlant avec lui et voilà. Tout de suite, vous avez eu cette impression-là ou ça s'est fait au fur et à mesure de la discussion ou ça a été un coup de foudre, ça a été... Il ne s'agit pas de coup de foudre. D'accord, c'est l'atome crochu exactement. Voilà, non vraiment, c'était un feeling. Et ben, on va demander donc à Yvan de venir sur le plateau. Hein, il va nous rejoindre parce que c'est intéressant de discuter avec lui. Et puis on va discuter avec Meredith. Alors Meredith, comment vous expliquez que Guy, que vous aviez mis favori, a priori, pour Sophie, c'est pas exactement ça. C'est que moi, il avait un potentiel plus important. J'ai l'impression qu'ils avaient communiqué plus vite. Mais c'est vrai que ce que j'ai vu dans le sujet, peut-être qu'il a en fait été, à mon avis, trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être aussi le défaut d'ailleurs de Guy. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai trouvé un tout petit peu brutal dans sa façon en fait d'opérer et qui certainement, effectivement, a circulé un tout petit peu. Enfin, à mon avis, Sophie. Mais je persiste et je maintiens que leur potentiel, en fait, pour moi, est important et que bon, vous, fondamentalement, comme vous croyez à l'astrologie, à comme faire, c'est normal, c'est votre métier. Vous êtes sûr que, fondamentalement, c'est plutôt Guy, malgré tout. Même si elle vous dit là, a priori, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à l'instinct et à la sensibilité de Sophie qu'au calcul des planètes. Vous voyez, a priori, elle me dit ça, j'ai tendance à la croire. Oui, mais elle précisait également qu'il y avait aussi peut-être, je sais pas, la caméra, je ne sais pas si c'était peut-être le premier, il y a peut-être des facteurs... Moi, je pense que rencontrer une personne en une fois et avoir tout ça, c'est peut-être un petit peu difficile aussi. Sophie, quand on vous dit, alors que vous avez a priori plus d'atomes crochus avec l'un qu'avec l'autre, si on vous dit « Ah, mais attention, les planètes disent le contraire », ça vous déstabilise ou vous êtes quand même du genre à croire à ce que vous ressentez? Je suis absolument pas déstabilisée. Moi, j'y vais avec mon cœur toujours. D'accord, plus important que les planètes. Je vais avec ce que je ressens. Mais voilà, donc ça ne m'influence absolument pas. Mais encore une fois, c'était sur un court moment, c'est tellement difficile. C'était le début d'une rencontre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, asseyez-vous. Yvan, alors est-ce que vous, c'était pareil, puisque vous avez déjà le portrait de votre personnalité rapide, rapidement brossé par Meredith, est-ce que ça correspond à ce que vous êtes? Vous avez l'impression? Oui, tout à fait, le côté sensible et un peu introverti, oui. Et donc, il y a eu... vous êtes senti à l'aise tout de suite avec Sophie, il y a eu une... Oui, le lieu et tout, la péniche, c'était agréable, on a passé un bon moment, c'est vrai que c'était... je sais pas si on n'avait pas d'a priori, donc... j'ai passé un très bon moment avec Sophie. Alors, docteur, qu'on puisse imaginer les atomes crochus entre des personnes, ça vous fait bondir? Ça me fait pas bondir, mais c'est vrai que moi, avant tout, la rencontre amoureuse, c'est le regard, c'est des mains qui se touchent, c'est des corps qui se frôlent, c'est avant tout, enfin pour moi, et surtout avec cette expérience qui pas tout à fait concluante. C'est vrai que ça confirme un petit peu ce coup de poing qu'on reçoit dans la figure quand on rencontre quelqu'un. Et on a tous connu ça, je pense. Ouais. Yvan, merci d'avoir tenté l'aventure, d'avoir été si galant et si courtois. Sophie, merci également. Meredith, merci de nous avoir apporté votre éclairage d'astrologue. Docteur, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants avec nos invités. On se retrouve tout de suite. Les morts vivants, mythe ou réalité. Reportage en Haïti sur les pouvoirs surnaturels qu'on prête aux sorciers vaudous. Peut-on décrire le passé d'un objet en le touchant ou décrire un lieu sans même le voir? Démonstration devant nos caméras. Notre corps possède-t-il une enveloppe d'énergie qu'on appelle l'aura? Certains prétendent voir et lire ce fantastique rayonnement qui dévoilerait tout de nous. Peut-on communiquer avec les morts? Dans un instant, des médiums tenteront une étonnante expérience de spiritisme. Entrer en contact avec l'esprit de Claude François. Voilà, retour sur le plateau de Normal Paranormal, toujours avec le docteur Ordet, qui est notre scientifique. Si dans le paranormal, on parle souvent de voyance, de spiritisme ou de télépathie, on parle en revanche beaucoup moins de l'aura. Pourtant, certaines personnes sont persuadées que nous dégageons tous quelque chose d'invisible à l'œil nu, mais qui révèle notre personnalité, notre humeur et même nos douleurs passées. Rosine Branly affirme pouvoir lire cette aura qui se dégage de chacun de nous. Nous l'avons donc mise à l'épreuve. Un reportage de Sylvie Alonno. On peut, paraît-il, tout savoir, ou presque, de quelqu'un grâce à son aura. L'aura, une enveloppe d'énergie invisible autour de notre corps, censée refléter notre santé ou nos états d'âme. Rosine affirme la voir et la sentir. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un bouillonnant, un créatif, il y a énormément d'idées. Alors là, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a tout un tas de choses. Le problème, parfois, justement, ce que je sens là, au niveau d'une écoute, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours à l'écoute de votre intuition. Bon, là, il y a des lourdeurs sur le plan affectif. Il y a du décalage. Là, il y a du bobo sur le plan sentimental. Et en même temps, un besoin de redémarrer. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être amoureux. C'est complètement ça.
Grâce à Laura, Rosine prétend décrire le passé, l'avenir et les problèmes médicaux ou psychologiques. Grâce au pouvoir de ses mains, comme elle dit, elle prétend alors aider ses clients en modifiant leur aura. Laura, vous ne pouvez pas la voir sur ces images, mais Rosine, elle, affirme qu'elle peut voir ceci autour de vous. Une sorte de cocon lumineux et coloré. Ça fait comme un œuf tout autour de la personne et un œuf dans lequel il y a toute une vie, il se passe des tas de choses et on voit, alors il y a des volutes, parfois il y a des trous parce qu'il y a des gens qui ont des manques sur le plan énergétique ou des blessures sur lesquelles ils ont cristallisé. Alors effectivement, moi je mets les mains dans l'œuf, si je puis dire, parce que j'ai besoin de sentir le chaud, le froid, les petits, parfois c'est comme des petites espèces de petits frislis qui indiquent qu'il y a quelque chose sur le plan organique et qu'il y a un problème de santé qui est en préparation. C'est ce que je vois, oui. Là, vous êtes en train de descendre son aura. Ouais. Et alors, ça réagit très bien. L'aura de Vincent serait décalée vers le haut. Et pour Rosine, pas de doute, c'est ça qui l'empêche d'être concentrée dans son travail. Il y a des gens qui sont extraordinairement lumineux et que c'est vraiment un plaisir de les regarder. Et puis, il y a des gens qui sont gris. Puisque Rosine affirme lire dans l'aura comme dans un livre ouvert, nous décidons de la mettre à l'épreuve dans des lieux publics. Premier test, la sortie du métro. Mais très vite, Rosine est confrontée à un problème. Les gens se mettent en restriction d'aura. Là, à ce moment-là, leur œuf, ils ne peuvent pas l'étendre. Et pour pas effectivement être trop en contact les uns avec les autres, ils se ferment, ils se robotisent. D'ailleurs, tout le monde le dit, dans le métro, on est rarement bien. Là, on a encore de la colère. Oh là là, et colère, et violence, et agressivité. Et alors là, quelqu'un de pas du tout ouvert sur les autres. À la sortie du métro, il semble difficile pour Rosine d'analyser des auras qui, d'après elle, se ressemblent toutes. Mais dans la nature, elle se sent tout de suite beaucoup plus à l'aise. Ici, l'aura des gens reprendrait des couleurs et serait plus lisible, du moins pour Rosine. Et curieusement, il y a même une couleur dominante. La couleur verte dans l'aura, c'est les moments où on a besoin de guérir des choses en soi, de calmer des choses en soi. Et c'est pas par hasard qu'on vient dans la nature chercher du vert, justement. C'est un petit peu pour complémenter sa propre aura. Tout à coup, Rosine va nous surprendre. Elle désigne un homme assis sur un banc à 100 mètres de là. Un coup d'œil lui suffit pour nous donner des informations étonnantes. A priori, je vois un monsieur qui a l'air très fatigué, là, assis sur le banc. Il est visiblement dans une période où il a eu à subir beaucoup de stress, beaucoup de tension. Et quand, en fait, les enfants s'approchent de lui, il y a un transfert d'énergie et visiblement, ça lui fait du bien d'être là, d'être tranquille dans une zone de détente. Et il a bien fait de venir. Mais on voit, dès que les enfants s'éloignent un peu, il revient dans cette énergie de fatigue. Nous décidons de nous approcher pour vérifier. Ce qu'elle vient de dire, c'est tout à fait vrai. C'est une période de travail intense et je suis un peu crevé. Et je viens quand même au bois pour sortir un peu les enfants et qui s'amusent un petit peu. Et vous êtes épuisé? Ah, complètement, je ne sais même pas si je vais pouvoir me lever. On a bien vu en tout cas au départ. Stupeur pour cet homme que Rosine a su décrypter. De dos et à une telle distance, il était pourtant impossible de deviner une telle lassitude. Un peu plus loin, c'est l'aura d'une femme qui retient l'attention de Rosine. Une femme qu'elle voit entourée de médecins qui aiment aider les autres et sur qui beaucoup de personnes semblent compter. Cette dame qui est assise sur le banc en noir, j'ai senti le fait qu'elle va être obligée de s'occuper de beaucoup de personnes qui peuvent être ou des personnes malades à soutenir ou des gens accompagnés chez des médecins. Enfin, dévouement, don de soi, énergie, prise en main de la vie d'autres personnes. Une fois de plus, nous vérifions auprès de l'intéressé. C'est vrai ce qu'elle dit? Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait responsable dans mon travail. Je suis médecin et très investie dans ce que je fais. Apparemment, Rosine a parfaitement senti le lien entre cette femme et le monde médical. Mais voit-elle réellement l'aura ou a-t-elle un sens exacerbé de l'observation? Ultime test. Nous avons décidé de présenter à Rosine ces deux jeunes femmes. Il s'agit d'Alexandra et de Virginie. Rosine va-t-elle découvrir ce que nous savons d'elle? Virginie a une passion pour la communication. Elle est traductrice dans une compagnie d'assurance.
Voilà, alors, communication professionnelle, toute la journée. Là, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a des échanges à tout niveau. Je sais un peu ce que je veux et je pense que ça motive, ça entraîne. Quand les projets sont bons, c'est facile à suivre. Une excellente locomotive. Un début prometteur, mais Rosine va être par la suite un peu trop catégorique. Au niveau de la famille, vous voyez comment sa famille? Sympa. Sympa, ils se voient quand ils veulent. C'est vrai que nous sommes très proches, mais qu'on fait rien tous ensemble. Chacun a sa propre vie et on est très indépendants les uns des autres. Et on ne vit pas du tout géographiquement dans les mêmes endroits. Autour d'Alexandra à présent, cette jeune femme se dit aujourd'hui bien dans sa peau. Mais elle a dû faire face pendant longtemps à un problème d'anorexie, ce que Rosine ignore bien entendu. Donc là, effectivement, ce que je vois, c'est comme effectivement à l'intérieur de son œuf total, là c'est effectivement comme une espèce de petit cercle à l'intérieur, c'est-à-dire comme s'il y avait une espèce d'entité supplémentaire au niveau du ventre, avec effectivement l'estomac et tout le côté rapport alimentaire, plus ses organes digestifs que visiblement elle malmène. 5 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Rosine pour entrevoir le problème d'Alexandra. La jeune femme semble vraiment troublée par la performance. Au niveau de la nourriture, oui, ça m'a bluffé parce que c'est vraiment quelque chose qui est présent depuis longtemps et je pense qu'il n'est pas encore, qui est encore loin de disparaître. Donc c'est vraiment quelque chose qui est présent dans ma vie. Donc c'est intriguant que vous l'ayez vu tout de suite et c'est un peu flippant d'ailleurs. Rosine Branly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir tenté cette expérience avec nous. Il y a beaucoup de choses troublantes, on doit le reconnaître. Alors, première question, comment vous expliquez que vous arrivez à avoir des choses qu'on n'arrive pas à voir? Je sais pas, je crois que c'est le don, c'est l'intérêt, c'est peut-être une programmation personnelle. Bon, moi j'ai vécu dans un milieu familial qui favorise un peu le développement de l'intuition, malgré un père médecin et soi-disant rationnel. Et vous visualisez bien autour de chacun d'entre nous des couleurs. Là, au moment où vous nous parlez... Quand je le veux, quand je me concentre quand je veux. Parce qu'effectivement, sinon, ce serait de la folie d'être là sans arrêt en train de voir... oui, il faudrait des lunettes de soleil, quoi. Oui, non. Mais par exemple, la semaine dernière, j'étais à un concert et c'était quand même assez sympa de voir la jolie énergie qui est dégagée par les gens qui écoutent de la musique, qui sont dans la joie, qui sont dans le bonheur. Vous branchez quand vous voulez. Parce que, voilà, c'est ça. Oui. Et alors, pourquoi vous faites ces gestes d'ailleurs autour des... J'ai besoin de sentir. Alors, je sens la densité, il y a du chaud, il y a du froid, il y a des petits trous. Ça me permet effectivement d'être... Vous sentez vraiment des choses dans les mains? Complètement, et c'est au niveau des mains. Et tous, on dégage quelque chose? Ah oui, je veux dire, c'est de l'énergie, D'accord. Oui. Bon, on va revenir un petit peu à tout ça pour essayer de me comprendre. Docteur, j'aimerais avoir votre réaction parce que c'est quand même spécial. Hein. J'ai envie de réagir. Ouais. Bon, moi, je vais dire tout simplement déjà que Roselyne, vous avez une capacité d'observation qui est de toute façon exceptionnelle et très flagrante. Parce que les exemples qu'on a vus, moi, ils ne m'émeuvent pas du tout. Même de dos, là, quand on voit la personne de dos, elle dit... De dos, moi, je vois quelqu'un qui est un jour dans un parc un peu avachi, qui a ses enfants, qui semble un petit peu tristos. Il y a 3 chances sur 4 pour qu'il soit pas en forme et qu'on lui pose la question, ça va, mon vieux? Non, ça va pas, je suis pas très en forme. De là à parler d'aura, bon voilà, je sens que comme vous pensez plus à une sensibilité, une psychologie, un sens aigu de l'observation, mais on arrive au même tout à fait, mais je dis pas, on arrive aux mêmes conclusions, absolument. D'accord. Ce qui est fascinant avec Roselyne, c'est sa rapidité d'analyse. Elle va très très vite. Alors moi, justement, je suis désolé. Hein. D'accord. on va voir. Elle accepte, je crois, de tenter une expérience avec vous, tout simplement. Donc quelqu'un qui, justement, vous allez essayer de voir l'aura du docteur. Hein, c'est bien ça, hein, ce qui dégage. Si, je veux bien. Vous voulez bien? Oui. Bon, allez-y. Levez-vous, parce que je crois que c'est debout que ça se passe. Hein. Oui. Donc on vous laisse faire. Oui, installez-vous, on vous écoute. Et vous m'encadrerez alors. Hein. Alors, pas forcément. Vous voyez quelque chose là, sincèrement? Non, j'ai besoin de prendre contact avec lui, déjà. En plus, vous n'êtes pas du tout un homme fermé, une énorme ouverture, une écoute extraordinaire et qui est là, qui est réelle, une grande curiosité. Alors là, une activité mentale, là on a un grand, enfin une belle agitation, là il y a de belles énergies, là ça y est, au niveau des énergies, ça se met bien. Ouais, une communication un petit peu énergique, c'est-à-dire que, je veux dire, bon, là, effectivement, je vous ai vu vous exprimer, mais visiblement, c'est un modus assez habituel, où vous êtes très franc, très direct. Une belle énergie, hein. Vous êtes en forme, hein, physiquement. Non, je suis très fatigué.
Non, de façon générale, Oui, je veux oui, dire. oui, non. Je veux dire, on peut vous faire triglycérides et cholestérol, vous êtes bien. C'est vrai, j'ai fait un bilan, il est normal. Impeccable. Hein. Puis alors, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez habituel, c'est une énergie foncière. Voilà. Non, là, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a des ruptures, il y a des cassures avec des gens du passé qui sont faites, qui sont bien faites intérieurement. Là, vous avez bien évacué les choses, c'est clair. C'est-à-dire vous êtes clair avec vous-même, clair avec votre passé. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... Rupture avec des gens du passé, non. Non, mais des gens qui sont sortis de votre vie et sur lequel, bon, ça y est, c'est fini, ils sont sortis. Non, et tous ceux vous qui n'avez étaient pas ce dans ma côté vie sont nostalgique. toujours là, non. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'acharne à avoir des chagrins redondants. On a une bonne énergie physique et intéressant parce que vous avez une super énergie mentale. Ça roule, ça pulse, il y a des projets, il y en a dans tous les sens et encore pour un bon moment, je veux dire, ça c'est quelque chose d'assez naturel. D'accord. Je vais faire mon interprétation. Merci. Merci Rosine. Docteur, moi, ça me va, mais ceci dit, bon, à part la rupture avec les gens du passé, tout ça, bon... Alors sincèrement, pas de... Non, c'est ça, je le dirais, il n'y a pas de... Ouais. Si ce n'est, bon, les traits de caractère que vous avez donnés me vont à peu près, oui, mais je pense qu'effectivement, c'est d'un bon sens. Je crois que c'est... Enfin, pour moi, c'est d'un bon sens, parce que... En vous ayant vu parler un petit peu depuis quelques minutes, etc. Voilà, je pense que vous avez vraiment un vrai sens de l'observation, que vous êtes sensible, que vous sentez bien, et que c'est vrai que je dois dégager comme ça cette énergie un peu positive, où je me sens bien, c'est vrai que je me sens bien, bon voilà, ça tombe... Pour moi, il n'y a pas d'histoire d'aura, mais on dégage aussi quelque chose. Oui, donc mais l'aura, c'est une énergie, c'est tout. On va dire qu'on dit les mêmes choses. Si vous êtes dérangé par le terme. Avec vos mots. Moi, je dis autre chose avec les miens, avec un autre parcours, un autre discours. Si on fait du bien aux patients, aux gens qu'on voit, sans les entraîner dans des situations dramatiques comme on voit dans vos professions et parfois même en médecine, malheureusement aussi, et ben voilà, on est d'accord. On va aller un petit peu plus loin sur ce thème. Effectivement, il est terriblement dérangé par le terme aura. Alors qu'en fait, bon, c'est une lecture énergétique, c'est tout. Je veux dire, bon, on dégage une énergie. Alors c'est le mot aura qui fait bondir parce que. Enfin, bondir. Vous allez voir, puisqu'on va justement aller un petit peu plus loin. Juste avant d'aller plus loin, je voulais parler d'un de vos livres. Pas quelqu'un à me présenter. Oui. C'est un petit peu à la marge de ce qu'on vient de voir, puisque vous appliquez sur d'autres choses. C'est un livre de rencontrologie. C'est un petit peu justement pour aider les personnes à sortir d'elles-mêmes, à avoir une vie un petit peu plus drôle, un peu plus fun, et pourquoi pas rencontrer l'âme sœur en appliquant une technique, une méthodologie. Il n'y a pas l'aura dedans? Non. D'accord. Bon. On va aller un petit peu plus loin. Rosine, dans le reportage qui va suivre, vous allez découvrir un appareil photographique étrange qui, selon ses concepteurs, serait capable de capter cette aura, de la prendre en photo et de permettre à chacun de la voir concrètement et de l'analyser. Regardez les images qui vont suivre et nous verrons ensuite, avec vous et avec un spécialiste de la photographie, ce qu'il faut penser de ce reportage. Regardez. Pour les scientifiques, l'aura n'existe pas. Pourtant, certains affirment qu'on peut très facilement la photographier, et ce grâce à un appareil spécial. Un appareil qu'Odile Mille a accepté de nous montrer. Elle va même tenter de faire devant nous la démonstration qu'une énergie invisible émane bien de notre corps. La personne qui fait faire sa photo s'assied là, entre les deux plaques. Elle va mettre ses mains sur les plaques métalliques. Donc les plaques captent les vibrations que dégage la personne. Elle va les analyser. Ensuite, ces données, ces fréquences sont transportées par ce cordon informatique jusque dans l'appareil. Donc les données arrivées là, ce sont des vibrations que nous dégageons et l'appareil le transforme en couleur. Cet appareil vient, paraît-il, des États-Unis, histoire peut-être de lui garder tout son mystère, et permet, d'après Odile, de deviner le caractère et le mode de vie de n'importe qui. Yann a 39 ans et il travaille dans une compagnie aérienne comme chef de cabine. Il a accepté de se soumettre à une expérience. Odile va photographier son aura. Et régler la hauteur de l'appareil. Voilà. C'est bien comme ça? Voilà. C'est bon comme ça. Ces couleurs autour de Yann, c'est cela qu'Odile identifie comme l'aura. Ça a l'air simple, mais elle prétend déjà en tirer beaucoup d'informations. Les couleurs nous parlent des 3 couleurs de base rouge, orange, jaune, et de quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, qui gère son quotidien. Oui. Mais par contre, on voit que par vos paroles, vous apportez beaucoup aux gens que vous rencontrez.
Il y a une jolie couleur un peu mauve, là au niveau de votre gorge. Ah. Donc vous ne restez pas dans le matériel, même si vous avez l'impression de dire des choses banales. Je ne suis pas trop matériel, ça c'est vrai. Ouais, voilà. Et au niveau management, ça se passe très bien parce qu'effectivement, je crois que mon contact se fait bien en tout cas, oui. Est-ce grâce à la photo qu'Odile cerne la personnalité de Yann? Difficile de le savoir. D'après elle, Laura peut avoir 7 couleurs, mais l'une d'elles peut dominer et révéler un état particulier. Colère, tristesse, fatigue ou bonne santé. Première expérience, une série de 30 pompes. Logiquement, si nous faisons changer les émotions de Yann, son aura changera également. La prochaine photo devrait en apporter la preuve. Voyons maintenant le résultat. Une couleur supplémentaire est apparue au niveau des bras, au grand étonnement d'Odile d'ailleurs. Il y a la couleur verte qui est apparue, qui signifie que les vibrations montent. On en arrive à l'ouverture du cœur quand on est dans les vibrations vertes. Donc l'aura s'est bien développée. Elle n'est pas du tout devenue dans les couleurs rouges, sombres, comme on pourrait le penser quand on fait un exercice physique. Là, au contraire, on dirait que ça vous a ça m'a détendu. Voilà. L'appareil d'Odile semble avoir tenu compte du fait que les bras de Yann ont travaillé. Mais difficile pour autant de savoir si l'appareil mesure l'aura ou simplement la chaleur du corps. Deuxième test, un peu plus éprouvant celui-là. Yann va visionner maintenant un film d'horreur. Odile se risque à prédire les couleurs que nous devrions retrouver sur la prochaine photo. Si on soumet une personne à une ambiance stressante, à un film un peu angoissant, en principe, les vibrations devraient redescendre vers le bas de la gamme, c'est-à-dire rouge. T'inquiète pas, je le cherche. C'est toi? C'est toi le délire? C'est toi? Étrange, Yann vient de vivre des émotions fortes. Et pourtant, son aura est exactement la même que celle qu'il avait à son arrivée. Mais Odile pense avoir une explication. En fait, l'appareil donne l'ambiance plutôt dans laquelle on est pendant la période qu'on vit, l'année dans laquelle on est, et un fond de la personne. Et quand il y a des émotions passagères, elles ne s'inscrivent pas forcément dans cette aura. Yves de Failly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, spécialiste aussi dans ce domaine. Votre avis nous intéresse, mais auparavant, je voudrais juste avoir l'avis de Rosine. Est-ce que ça correspond, ce genre d'image, à ce que vous voyez? Alors moi, c'est un petit peu, oui, en gros. À part, bon, effectivement, quand je le touche, il y a des différences de dimension, de densité. Mais oui, c'est-à-dire que, par exemple, quand dans une foule, pouf, on a des espèces de flashs avec des couleurs comme ça, exactement. Et alors, ces modifications, lorsqu'il fait des pompes, ça passe au vert, ça vous surprend, ça vous inspire? Je sais pas, je vais peut-être me concentrer quand j'irai à la salle de gym, je regarderai mieux, parce qu'en fait, je ne me mets pas forcément dans cet état tout le temps. Le fait qu'on ait l'impression que l'appareil ne capte pas beaucoup de différences, ça vous a surpris, vous? Ça vous étonne pas dans ces... Voilà, ce type d'effort ne devrait pas faire modifier l'aura après. Bon, non. Bon. J'aimerais quand même avoir l'avis d'un technicien. Pour vous, spécialistes, obtenir ce type d'image en truquant, c'est possible. Tout à fait. On peut imaginer un dispositif avec un filtre semi-transparent avec une fine couche de métal qui va réagir avec une impulsion électrique, un petit peu comme une résistance électrique, qui va chauffer, qui va changer de couleur, comme un grille-pain, et va voiler le film. Pour vous, cette image n'a rien d'extraordinaire. Vous avez déjà vu ce type d'image, ou en tous les cas, ça pourrait être une photo ratée, quoi. Tout à fait. D'accord. On a l'impression d'une photo voilée, d'ailleurs. Est-ce que vous, Rosine, dans la théorie, ça vous paraît possible qu'on puisse photographier l'aura? Bon, moi, je ne suis pas technicienne de la photographie, donc je ne peux pas répondre. Mais enfin, ça ne me paraît pas aberrant qu'on puisse effectivement, simplement, techniquement, arriver à reproduire un champ énergétique qui est autour d'une personne. D'autant plus qu'on est chargé d'électricité. Toutes les cellules du corps, notamment les cellules de la peau, les cellules cardiaques, les cellules nerveuses, émettent des ions négatifs, donc sont chargées en électricité, ça c'est une évidence. Et puis sous l'effet du stress, de la transpiration, cet effet est augmenté. Donc ça, il y a une possibilité d'émettre effectivement avec un appareillage certaines images. Mais je crois qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, une réflexion sur ça? Je pense que ce sont des photos rigolotes, quelque part. Ce sont des portraits rigolos. Dans ce sens-là, au moins, les gens repartent avec quelque chose entre les mains. Sauf s'ils ont payé très cher, sauf si on leur promet la guérison. Et sauf, voilà. Toujours faire attention à toute manipulation et exploitation mercantile. Et que ça ne va pas plus loin, pourquoi pas. Bon. Merci beaucoup Didier, merci Rosine de nous avoir apporté votre éclairage sur cette aura un peu mystérieuse. Mais enfin, visiblement, parfois, sur certains domaines, vous avez l'air d'être pas si éloigné que ça. C'est un peu de psychologie et de manière d'appeler les choses peut-être différemment, tout simplement. Oui, question de vocabulaire. Ouais.
D'accord, merci beaucoup. Le principe des médiums est de communiquer avec l'au-delà, avec les morts. Bien sûr, pour les rationnels, cela n'a pas de sens. Pourtant, nombreux sont ceux qui croient à cette communication étrange, au point même d'entrer en contact avec des célébrités disparues. Les médiums que vous allez voir maintenant ont tenté de communiquer avec l'une des femmes les plus célèbres du monde, disparue tragiquement, Lady Diana. Un reportage de Marie-Pierre Rimbaud. Certains sont persuadés qu'on peut réellement communiquer avec les morts. Claudie, qui pratique la voyance par les tarots, raconte une étrange aventure. Elle aurait eu un contact avec l'esprit de la princesse Diana le lendemain de son accident fatal sous le pont de l'Alma à Paris. Au moment où je ralentissais et que je passais sous le pont, j'ai senti, et c'était une très très forte émotion, et Lady Di est venue me voir. J'ai l'émotion, excusez-moi, parce que j'étais avec elle et je sentais cette peur atroce, cette angoisse qu'elle avait, c'était terrible. Elle n'a pas réalisé qu'elle était morte. Je lui ai dit, mais allez voir immédiatement vos enfants ont besoin de vous. Et là, elle a compris. Elle a compris, elle est partie. Ce contact paranormal avec Diana s'arrête brutalement. D'après Claudie, le lien entre les vivants et les morts existe, mais il est extrêmement bref. Je dis qu'il n'est pas possible qu'on rentre en contact avec l'esprit de Lady Diana. Et je dis qu'un spirit ne peut pas rentrer en relation avec cette personne qui, pour moi, est dans un niveau déjà très haut. On n'a pas le droit. On ne peut pas appeler les morts. Et pourtant, des milliers de gens à travers le monde croient le contact avec l'au-delà possible. Beaucoup se réunissent même régulièrement pour pratiquer ce qu'on appelle le spiritisme. Ici, par exemple, on amène des objets personnels ayant appartenu à des défunts. Face au public, des médiums proposent alors d'entrer en contact avec les morts, rien qu'en touchant les objets. Aujourd'hui, c'est la médium Dahlia qui se fait, comme elle dit, l'interprète de l'au-delà. Je ressens quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est décédé très brutalement, donc c'est une entité. Vous avez eu un décès ces 10 dernières années dans votre famille ou proche, oui. Ami très proche? Oui. Ça a un peu surpris tout le monde, ce décès? Oui, en fait, c'est pas ma grand-mère, mais la mère de mon beau-père, mon père adoptif, qui m'avait offert ce bracelet d'ailleurs. Oui. Et elle est allée à l'hôpital pour des examens et elle n'en est pas revenue. La lettre G comme Gisèle, Georgette. Vivant ou décédé? Moi, je vois plutôt un décédé. Georg. Ils se sont tous réunis, hein. C'est drôle. Hein. Si vous pouviez les voir, c'est extraordinaire. D'après la médium, les défunts seraient en ce moment même dans la salle, comme à chaque contact. Mais faute de preuves matérielles, les plus convaincus ne peuvent s'en remettre qu'à sa bonne foi. Un médium spirit, c'est quelqu'un qui arrive à communiquer avec l'au-delà. C'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. La lettre C, la lettre J. La lettre C, c'est l'initiale de ma grand-mère, à qui appartenait ce collier. Ce collier, voilà, j'y suis. Catherine. Voilà. Elle vous protège, cette grand-mère. Je prends l'objet et je ressens les vibrations de l'objet. Et j'essaie d'avoir l'entité par rapport aux vibrations de l'objet. Parfois je la vois, parfois j'ai de la clairaudience. J'entends une voix androgyne qui me dit « je suis un tel, voilà, il y a ceci, tel phénomène, telle chose va arriver dans la vie de telle personne. J'ai toujours vu les morts, enfin depuis ma plus tendre enfance, si je puis m'exprimer ainsi. Et je pensais que tout le monde percevait ces phénomènes. » Pour nous convaincre de la possibilité de contact avec les morts, Dahlia a décidé avec 2 autres médiums de réaliser une séance de spiritisme. Devant notre caméra, ils vont tenter de communiquer avec la princesse Diana, dont l'image angélique a fasciné le monde entier. La fumée de l'encens et la lumière tamisée vont permettre aux médiums spirites de se concentrer et d'établir le contact. Au bout de plusieurs dizaines de minutes interminables, quelque chose se produit enfin. Lady Di, toi qui es dans cette lumière, parviens à nous apporter aussi ce message de l'au-delà. Si tu es avec nous dans cette séance, fais-nous sentir ton énergie.
Tout à coup, Dahlia nous délivre un premier message. Lady Di se trouve sur un plan assez élevé. Elle n'a aucun regret de sa vie terrestre, qui a été très dure. Elle me donne qu'elle n'était pas faite pour la politique. Je vois avec elle Mère Teresa, qui prie beaucoup pour la terre. Et c'est très émouvant. Elle me parle de ses enfants qui deviendront aussi des relais. Elle me montre et elle me désigne aussi la planète Terre et on me projette aussi Lady Di avec comme des larmes sur les joues. Love forever, my dearly boys, think of me and pray for this peace in the world. Rappelez-vous, le 31 août 1997, la voiture qui transporte la princesse Diana et Dodi Al-Fayed s'écrase sur un pilier du pont de l'Alma. C'est la consternation, des rumeurs circulent et certains soupçonnent un attentat. Réponse de Diana par la voix du médium. C'est réellement un accident, dit-elle, et un léger sourire est donné sur tout ce qui a pu être dit dans les journaux, mais elle n'est pas en accord avec cette éventualité d'attentat. Dodi est avec elle, il est sur un autre plan inférieur, il se voit, elle correspond avec lui, elle l'a beaucoup aidé, elle demande qu'on prie beaucoup pour lui. Autre rumeur, Diana aurait été enceinte au moment de l'accident. D'après Dahlia, Lady Diana confirme. Elle était réellement enceinte, oui. C'est pas une perte parce qu'elle a retrouvé cet enfant dans l'au-delà. Cet être-là se réincarnera plus tard lorsque un de ses fils, William, se mariera. Eh bien, cet enfant qu'elle a perdu renaîtra. Et cet enfant aura une tache sur la peau. On pensera plus tard à ce qu'elle nous a dit. Il y aura cette preuve. Des révélations impressionnantes, mais bien sûr impossibles à vérifier. Si des milliards de personnes de toute religion croient en la survie de l'âme, tout le monde ne croit pas à la possibilité d'un contact avec l'au-delà. C'est le cas de Penny Thornstone, qui fut l'astrologue de Diana. La princesse la consultait régulièrement au point qu'elles étaient devenues amies intimes. Pour Penny, certains phénomènes paranormaux sont possibles, mais avertie du tournage de ce reportage, elle a tenu à nous faire part de son avis sur les contacts avec l'au-delà. Un état de conscience existe. Au-delà du corps, au-delà de la mort, il y a une conscience ou une survivance. Je ne dis pas que c'est impossible. Ce que je veux dire, c'est que c'est impossible à prouver et en quelque sorte difficile d'admettre l'idée que des gens décédés reviennent physiquement dans un vrai corps pour nous parler. Je trouve cela enfantin et je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Pourtant, les trois médiums, Hérald, Dahlia et Lydiana, restent totalement convaincus d'être en ce moment en contact avec Diana. Ils affirment même qu'elle a encore quelque chose à nous dire. On entendra parler d'elle, on verra son image s'imprégner sur des écrans, on entendra sa voix, elle donnera des informations. Comme elle dit, en riant en plus, en étant très gaie, en disant « Ah mais je ne suis pas partie, je suis bien présente et vous allez voir ». Lydiana, Hérald, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir participé à ce reportage. Fabien Lecoeuvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un grand spécialiste de la chanson française. Vous êtes également le biographe de Claude François. On aura besoin de vos lumières d'ici quelques minutes lors de l'expérience que nous allons tenter avec vous. Mais auparavant, j'aimerais qu'on revienne sur le reportage. Vous êtes certain d'être entré en contact avec l'esprit de Lady Diana ? Dans cette séance, nous avons recherché en particulier à avoir la vibration de Diana. Donc, il y a une vibration qui se fait à travers les médiums. Et dans ce contact que j'ai pu avoir aussi en anglais, c'est un phrasé qui nous est donné et qui nous apporte ces messages. Donc, la mort n'est pas une fin, il y a une continuité. Cette continuité, nous, médiums, nous avons cette chance, si on peut appeler ça une mission, de le prouver.
À un moment, vous parlez d'un retour, enfin, elle est censée parler à travers vous d'un retour, qu'on va entendre parler d'elle. Vous avez plus d'informations ou de pressentiments là-dessus? Parce que je pense qu'elle finira un jour par donner des messages et donner des preuves. Et je pense que les gens seront surpris. Lydiana et Hérald, vous avez accepté de tenter une expérience sur ce plateau, ce dont je vous remercie. J'ai à côté de moi des photos, mais également des objets personnels qui ont appartenu à Claude François. Vous avez accepté de tenter de faire ce que vous avez fait en reportage, d'entrer en contact avec lui, puisque vous êtes persuadé que c'est possible. C'est Fabien Lecoeuvre, qui est un grand spécialiste de la musique française, qui a bien connu Claude François, qui nous a amené des objets qui lui ont appartenu, et donc Lydiana et Hérald, qui vont tenter cette expérience un petit peu particulière, qui, je crois, n'a jamais été tentée sur un plateau. Alors, il y a ces objets-là que vous avez tenu à placer ici. Expliquez-nous rapidement pourquoi, Hérald. Donc ces objets sont des supports, la bougie qui crée un égrégore de lumière, l'icône qui est un objet de protection, ainsi qu'un Christ au cas où dans cette séance nous serions tourmentés par le bas astral, à savoir des entités qui ne seraient pas dégagées et qui pourraient nous induire en erreur. Je crois que vous vous êtes un petit peu préparé un petit peu avant, hein, ça vous vous êtes concentré un petit peu avant, c'est pas comme ça à brûle pour point que vous tentez cette expérience. Je vous laisse maintenant entièrement faire. Est-ce que la photo de Claude François, là, voilà, celle-là. Quand j'ai cette photo-là, il chante cette année-là. J'ai toujours un contexte. Mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même été, de son vivant terrestre, pas facile du tout. Ses fans qui sont présents tous les jours, les personnes qui l'imitent, il est près d'eux parce qu'il vient les aider. Et en rigolant, il dit heureusement qu'ils n'ont pas mon caractère, mon foutu caractère. Ça, c'est important, enfin, c'est le clin d'œil. Et puis, donc, c'est vrai que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les paillettes, les strass. Enfin, il embrasse tous ceux qu'il a connus, les Claudettes, sa famille, les êtres. Il demande pardon à tous ceux à qui il a été hyper désagréable. Et puis, voilà. Est-ce que vous voulez d'autres objets, Hérald? Vous voulez que je vous donne la montre? Nous savons tous de quelle manière il nous a quittés, cette électrocution. Et la montre, on me la montre, si vous voulez, où il a pu la porter, lui, 15 jours avant. Donc j'ai une énergie forte. Pour le médium, c'est sa vibration. J'ai d'autre part un chiffre qui est donné avec un chiffre 19. Il y tenait absolument. Et c'est relié aussi à une jeune femme, très belle femme, qui a pu lui donner cette montre. Une certaine Christelle. J'insiste sur le chiffre 19, je ne sais pas pourquoi, mais 19 est important. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a envie de nous donner un message, si vous êtes en communication avec lui ou... Oui. Il y a un message qui est très important. J'ai encore un pardon. Le mot pardon est très important pour lui. Pardon de ne pas avoir pu peut-être apporter de mon vivant ce que je souhaitais. Je fixe aussi ce petit document. Celui-ci. Oui. Pourquoi je me tourne vers vous? Et on me dit que c'est une sorte de carte de visite qui remercie des efforts que vous avez aussi accomplis. Même si vous n'étiez pas dans l'intimité avec Claude de son vivant, un remerciement est donné, il dit « va plus loin » ou « n'hésite pas ». Voilà ce que j'ai à transmettre sur ce document. Bien. Il a également un message à dire à son fils Claude. Ne sois pas comme moi et un meilleur caractère. Je voudrais, s'il vous plaît, déjà commencer à avoir quelques réactions de Fabien Lecoeuvre. Alors, moi, j'ai une petite réaction déjà, parce qu'il y a eu deux choses très justes qui ont été évoquées. Lorsque Madame a regardé la première photo de Claude François avec les bras juste devant,
Vous avez évoqué la chanson de cette année-là. Pour votre information, je vais vous donner un détail que vous ne connaissiez pas, puisque cette photo a été réalisée l'après-midi, juste avant l'enregistrement de la chanson cette année-là. Donc je voudrais quand même lui préciser cette information. Merci. Quant à monsieur, il a évoqué le chiffre 19 tout à l'heure. C'est une information intéressante également et justifiée, puisque la montre a été donc achetée le 3 mai 1977 et elle a été offerte à Claude François par sa fiancée le 19 mai 1977. Donc je tenais aussi à vous préciser cette information. Bien que le chiffre de Claude François était quand même le 39, car Claude François était né en 1939, il nous a quittés à l'âge de 39 ans, et il nous a quittés réellement 39 jours après son 39e anniversaire et 39 heures après sa dernière apparition publique. D'accord. Donc c'est une information que si vous ignorez, j'imagine. Sur d'autres choses sur la montre, alors le 19, effectivement, qui était le chiffre qui vous revenait, vous nous dites qu'elle a été offerte un 19. Il y a d'autres informations, il l'aurait porté 15 jours avant sa mort, il l'a porté. Alors effectivement, c'est l'un des derniers gestes qu'il a pu faire avant de rentrer dans cette salle de bain, on va dire, qui lui a été fatal. Il a enlevé cette montre, voilà, ça a été un des derniers gestes qu'il ait pu faire de son vivant, on va dire. Vous nous parlez de Christelle également, rattaché à cette montre, ça vous dit quelque chose ou pas? Non, alors ça je peux absolument pas le... J'ai une lettre C qui a une importance. Christelle a pu être aussi quelqu'un d'important dans son chemin de vie. Sur la lettre, merci pour ta bonne volonté. Claude, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce mot? Alors ce mot est un véritable document aujourd'hui, puisque ce n'est pas un mot qui m'était adressé, tout simplement, qui était réellement adressé à John Hallyday. Vous savez que la légende veut que John Hallyday et Claude François étaient deux rivaux dans les années 60 et 70. Il se trouve qu'à un moment donné, ils ont partagé le même attaché de presse, M. Gilles Paquet. Et il se trouve que Gilles Paquet a réussi à faire venir John Hallyday chez Claude François, donc au moulin de Danemois. Préalablement, juste avant son arrivée dans ce moulin de Danemois, Claude François a pris le soin de mettre un énorme bouquet dans la chambre où allait dormir John Hallyday, avec ce petit mot « Merci pour ta bonne volonté », parce qu'il estimait que lui avait fait le premier pas, ce qui était seigneur de la part de John Hallyday. Et voilà, c'est une histoire un petit peu amusante. Et donc, est-ce que sur les éléments d'information qu'a donné Hérald sur vous, est-ce que ça vous a troublé? Est-ce que... Moi, je pense que je reste très neutre. Hein. Je trouve ça émouvant. C'est peut-être le mot. Je trouve ça émouvant, finalement, que des gens communiquent. Et moi, je m'interroge. J'ai pas de jugement. Je ne me permettrai pas ça. Pourquoi pas, quoi. Voilà. Docteur, on a eu des éléments troublants. D'autres, peut-être moins. Comment vous analysez déjà cette expérience? C'est vrai que moi, je connais un petit peu Claude François aussi, mais certainement moins bien que Fabien. Mais j'ai pas appris grand-chose. Enfin, j'ai l'impression que tout ça, je l'avais déjà lu, moi, depuis des années. Donc voilà, maintenant, je respecte aussi. C'est votre travail, votre univers, votre rapport à la mort, votre rapport à l'au-delà. C'est vrai que j'ai l'impression de voir un film quand je vous écoute. C'est vrai que vous êtes dans un univers, dans votre univers, qui vous est propre. Pourquoi pas, et à vous de vivre ça pleinement et sans souffrance. Je voudrais parler de vos œuvres, Fabien, puisque ça c'est tout nouveau, donc on en parle. Voilà, il sort dans 3 semaines, pour tout vous dire, vous êtes le premier à en parler. Voilà, c'est un livre sur Claude François. Sur Claude François, voilà, entre autres. Et puis des DVD, et pour les fans, c'est important qui sont en place aussi. depuis, je crois, à peu près 3 semaines à mois. Voilà, les collections voilà, Hit et Légendes. C'est un gros succès. Voilà, on tenait quand même à en parler et à rendre hommage à cet artiste qui, effectivement, marque encore très largement notre pays. Je voudrais à nouveau vous remercier d'avoir tenté cette expérience. Fabien, merci d'avoir apporté vos lumières et votre culture. On a bien compris, plus de science sur Claude François. Merci beaucoup. On passe maintenant à un autre sujet. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de Cathy. Cathy est médium et a accepté de tenter pour nous une expérience pour mettre à l'épreuve les capacités de vision à distance qu'elle pense posséder. Nous avons demandé à un témoin, que nous avons nous-mêmes choisi, de se promener à Paris, dans des endroits très différents les uns des autres. Cathy devait essayer de décrire le plus précisément possible les lieux dans lesquels se trouvait notre témoin. Elle nous avait demandé comme support une simple photo et un téléphone. Un reportage de Dominique Leb. Une voyante peut-elle décrire à distance un lieu qu'elle ne voit pas? Cela paraît impossible et pourtant, Cathy va tenter de réaliser cet exploit. Elle est voyante, mais c'est la première fois qu'elle relève ce genre de défi. Elle va essayer de visualiser de chez elle notre témoin Manuel, qui se rendra dans plusieurs endroits de la capitale. Son seul lien avec lui, un téléphone pour entendre sa voix, mais aussi sa photo, qui selon elle stimulera son don de voyance. Premier endroit choisi, le plus connu de tous, la Tour Eiffel. Sur place, Manuel téléphone à la voyante et se contente d'écouter pour ne pas donner d'indication.
Oui, allô? Oui, bonsoir Manuel. Moi je vois quelque chose de rond, comme si vous êtes à un rond-point ou une grande place. Un pont ou un début de sortie de périphérie. Vous êtes basé sur les Champs-Élysées? Je vois un monument important pas loin. C'est comme si l'endroit où vous êtes, il y a très peu de commerçants, je sais pas. Soit il y a du passage ou... Un monument, un pont, un rond-point, peu de commerce. Séparément, ce sont des détails assez vagues. Mais il faut quand même reconnaître que très peu d'endroits à Paris les réunissent tous. Deuxième expérience, mais dans un lieu insolite cette fois. Un magasin d'animaux exotiques. À nouveau, Cathy est jointe par téléphone et elle a maintenant l'occasion de nous donner des détails beaucoup plus précis. Moi, ce que je ressens, je sens un endroit fermé. Un endroit fermé, je ne sais pas si c'est une habitation ou... C'est un immeuble qui est très haut, où il y a des maisons côte à côte par rapport à l'immeuble, je ne sais pas. Je vois du monde avec vous. Je vois des vitres. Il y a beaucoup de vitres. On donne la fluidité, l'eau, il y a l'eau. Mais c'est un lieu particulier, hein, l'endroit où vous êtes. Hein. C'est un lieu qui est très particulier. Ouais. Pas un mot sur les animaux, ni sur la peur ou la répulsion qu'ils inspirent. Le test est donc peu convaincant. C'est pourquoi nous proposons une troisième et dernière expérience. Elle va se dérouler dans les arènes de Lutèce, en plein cœur de Paris. Ici, les ruines ont 2000 ans. Cet amphithéâtre transformé en square a été construit par les Romains. Il accueillait autrefois des combats de gladiateurs. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, je vois des bancs, je vois une verdure, je vois des... C'est comme si vous êtes dans une allée où il y a du monde, mais c'est pas un grand parc. C'est vraiment quelque chose de petit. Il y a quelque chose de voûté à côté de vous. Voilà. C'est un endroit public, je vois de la verdure. Je pense que c'est un square et non pas un parc. Je vois des grilles à côté de vous, mais je vous sens pas loin de la banlieue. Non, je peux pas dire que vous êtes en banlieue, vous voyez? Il faut reconnaître que Cathy a donné une description assez détaillée du square, sans toutefois en deviner l'origine. Une performance étonnante, même si les cris des enfants qui jouaient non loin de là y sont peut-être pour quelque chose. Cathy, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Jean Dannebert, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean, on va vous retrouver un petit peu plus tard dans une expérience dans quelques minutes sur les objets. Mais je voudrais juste réagir avec vous, Cathy, hein, sur ce reportage. Juste pour, à la fin du sujet, on a vu ce parc que vous avez décrit très sincèrement. Est-ce que vous n'avez pas été guidé parce qu'il y avait un téléphone, par le bruit des enfants qui jouaient autour? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. J'ai eu, je dirais même aucune aide. Hein. J'ai même trouvé le test très très difficile. Et je suis moi-même étonnée du résultat, vous voyez. Découvrir des lieux, c'est pas toujours évident en fait, hein, parce que le but, je dirais, de mon don, c'est de prédire des choses et de pas de pas décrire des lieux comme ça, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous ressentiez dans chacune des expériences? J'avais des images, des symboles. Hein. J'entendais des voix en fait. Hein. C'est-à-dire que j'avais aussi des informations de ce côté-là, mais beaucoup de flashs. Alors maintenant, vous avez découvert vraiment les endroits. Vous avez vu notamment le deuxième endroit qui était une sorte de vivarium très particulier avec des animaux étranges. Vous avez dit effectivement c'est un endroit étrange, sans parvenir plus à le décrire, hein, mais en disant c'est un endroit étrange, il y a des vitres. Bah, disons que j'aurais pu effectivement aller beaucoup plus loin, mais j'étais assez tendue, j'avais peur. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a un peu bloqué. Bon, docteur, encore une fois, et souvent, hein, il y a des éléments franchement troublants, d'autres qui posent problème, qui sont moins étonnants. Comment vous réagissez? Je suis troublé. Ouais. Modérément. Pas beaucoup plus que ça, mais je suis un petit peu troublé, oui, tout à fait. Donc là, j'ai pas d'explication, moi, autre, et j'ai aussi envie d'être troublé. Hein. Il y a aussi les deux. Pour moi, j'ai joué le jeu vraiment avec toute l'honnêteté possible. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Parce que l'expérience est intéressante, elle est pas habituelle aussi, je pense. Moi, très honnête, on était persuadé que pour la troisième expérience, les cris des enfants, forcément, on pense à un parc, du coup, on décrit un parc, des bancs, des grilles. On s'est dit ça, hein. Sur les deux premiers, on a pas cette expression-là, mais sur le troisième, on se dit, ah, là quand même, les enfants, ça doit aider.
Oui, mais ça m'a pas aidé. D'accord. Alors, on va passer un petit peu plus loin avec Jean et les objets, parce que c'est dans un univers assez proche. Et avant de voir le sujet et l'expérience que nous avons tenté avec Jean, je voudrais vous montrer les objets qui lui ont servi de support pour cette expérience. Ils sont juste à côté de moi. Ces 4 objets ont une histoire, comme tous les objets. Votre mission, c'était de deviner un petit peu l'histoire de ces objets. On va voir si le docteur, qui donc n'a pas du tout vos talents a priori, est capable, en prenant juste, avant de voir le reportage, est-ce que vous avez envie, vous, de savoir de deviner. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable, vous, comme ça, de deviner, juste avec votre talent de... Non, pas du tout. D'accord. C'est pas dans vos... A priori, non. Voilà, vous pouvez pas... Non, ou alors raconter... Non. Je ne veux pas m'hasarder, non. Bon. Je voudrais maintenant qu'on passe à Jean. On va un petit peu voir si, juste en les voyant, en les prenant, en les touchant, vous arrivez à deviner l'histoire de ces objets. C'est un reportage de Dominique Leb, assisté de Céline Daran. Le voyant Jean de Neubert va commencer par toucher les objets, car selon lui, c'est ce contact qui lui permettra de capter des informations. Il vient de prendre la bague qui appartient à Lénie. C'est une émeraude offerte par son père à sa mère en gage d'amour. Moi, je l'associe au mot promesse. Pourquoi pas une promesse de mariage ou une situation de ce genre. Le porteur de cette bague, qui doit se trouver bien évidemment ici, je la sens extrêmement fermée, extrêmement timide, angoissée. Ce qui a été dit sur ma bague est assez vrai, parce qu'en effet, c'est mon père qui l'a offert à ma mère un peu avant leur mariage. Donc, Jean parlait de notion de promesse, donc j'imagine que c'est une promesse d'un amour assez durable. Ce qu'il a dit sur moi, il n'a pas dit grand-chose. Il a dit que j'étais timide, je n'ai pas vraiment l'impression de l'être, ni angoissée non plus. À présent, le voyant choisit sur la table un bracelet appartenant à Joséphine. Il lui a été donné par sa grand-mère pour ses 18 ans. C'est marrant parce que ce bijou, pour moi, il a marqué un événement extrêmement important. On a l'impression qu'il a été donné dans des conditions bien particulières, comme s'il était symbolique d'un passage. On sort de l'enfance pour rentrer réellement dans l'âge adulte. Moi, je perçois à côté de ce bijou une personne déjà d'un certain âge. Quelqu'un qui a pu être très proche donc, du porteur de ce bijou. C'est dommage qu'il n'ait pas parlé de son histoire et de sa provenance, puisqu'il vient de loin, il vient d'Algérie, et puis ça a été fait par mon arrière-grand-père qui est bijoutier, mais sinon, c'est vrai qu'il m'a été donné par une personne plus âgée que moi, puisque c'est ma grand-mère, et c'est quelqu'un qui veille sur moi, donc c'est vrai. Et aussi, le lien avec le passage il a parlé d'un passage entre l'âge adulte, enfin de l'enfance à l'âge adulte, et c'est vrai puisque je l'ai eu pour mes 18 ans, donc c'est le symbole du passage à l'âge adulte. Le voyant s'intéresse maintenant à une montre qui appartient à Lionel. Ses parents la lui ont offerte pour son anniversaire. C'est marrant parce qu'on me montre quelqu'un qui est très loin. Alors je ne sais pas si c'est le symbole ou si c'est éventuellement de par le lieu. J'ai la lettre A, donc ça peut être, je sais pas, un prénom. Moi j'ai noté plusieurs choses en fait dans ce qu'il a dit. Il a déjà parlé d'un A, donc comme c'est une montre que j'ai eue pour mon anniversaire, le A peut-être pourrait correspondre à anniversaire. Et j'ai noté un dernier point, il a parlé d'un éloignement, donc c'est une montre en fait qui vient d'un endroit de 600 km d'ici en fait. Dernier test avec l'anneau d'or de Candice. Cette fois pour le voyant, c'est le trou noir. L'expérience prend fin. Là je n'ai pas d'histoire particulière. Alors ce qui est troublant, Jean, avec ce genre de reportage, un petit peu comme toujours, c'est que parfois, notamment sur ce bracelet, vous avez été pertinent et vous avez objectivement, je pense sous le contrôle du docteur, mais trouvé des choses étonnantes. Et puis parfois, notamment sur cette bague, rien, pas d'infos. Oui, mais comme lorsque nous avons un consultant en face de nous, il y a des personnes qu'on arrive à capter très facilement
et d'autres, malheureusement, où le contact ne s'établit pas. Je parle du contact voyance, parce que la communication en elle-même, surtout chez moi qui suis bavard, c'est pas un problème. Ouais. Mais l'aspect voyance, malheureusement, ne s'installe pas. Et donc ça a été le cas, effectivement, avec la bague. Ça ne vous trouble jamais, cette fragilité totale des prédictions? Nous sommes sur le fil du rasoir constamment. Ouais. Et, je dirais que Cathy, comme d'autres collègues qui font le même métier que nous, on essaye toujours de faire passer le message à nos consultants d'être vigilants et attentifs, parce qu'on peut percevoir, ça peut être un symbole comme ça peut être une situation. Lorsque j'ai vu la lettre A sur cette montre, moi je l'ai associé à un prénom qui pouvait commencer par la lettre A, et en fait le propriétaire de l'objet a parlé ensuite que ça correspondait à un objet qui lui avait été donné pour son anniversaire. Donc en fait, grande vigilance lorsque l'on donne nos informations, c'est de les donner telles que, et de ne surtout pas chercher à leur donner une histoire particulière. Parce que c'est là où on peut partir dans l'erreur. Docteur, votre analyse sur ce qu'on a vu, enfin, sur ce qu'on a vu sur l'expérience, est-ce que les réussites de gens vous ont troublé, ou est-ce que ça vous paraît... Ça ne m'a pas troublé, il y a eu quelques éléments de bon sens. Non, je n'ai pas été spécialement troublé vraiment par cette expérience. Le fait que nous, on va dire neutres, soyons troublés, et que vous, ça ne vous trouble pas du tout. Pourquoi? Parce que les objets, on les offre toujours pour des... Bah oui, la bague, bon, bah, c'est quand même une bague, ça s'offre souvent dans des circonstances assez analogues. Une gourmette ancienne, voilà, enfin tout ça est de bon sens. C'est tout ce que je peux dire là, voilà. Ouais. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à ces expériences pour nous. Docteur, on continue. La croyance dans les phénomènes paranormaux est une réalité dans presque tous les pays du monde, toutes les cultures, mais dans certains pays, cette croyance est tellement importante qu'elle fait partie de la vie quotidienne, sans que personne n'en soit étonné. Nous nous sommes rendus en Haïti pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnait un rite connu de tous, un rite qui a même traversé les frontières pour venir jusqu'à nous, le vaudou. Un reportage de Karen Perrin-Deboc. Haïti, le pays où les morts vivants sont peut-être un peu plus qu'une simple légende. Nous sommes à la morgue de Port-au-Prince. Ici même, la nuit dernière, une jeune fille de 29 ans, enfermée dans son cercueil, se serait mise à saigner du nez. Difficile d'expliquer un tel phénomène. Il est en effet impossible pour un mort de saigner. Les employés de la morgue tentent pourtant de nous donner une explication. Et sinon, c'est là en fait que ça s'est passé? Oui, c'est là. Et la personne est toujours là ou pas? Oui, elle est toujours là. Ses parents qui viennent avec la personne qui est morte, et ils savent pertinemment que la personne est morte. Mais puisque la personne donnée ne le sait pas le nez, donc on pensait que peut-être il y a des choses mystiques qui s'étaient passées et la personne est bel et bien morte. Des choses mystiques. En clair, d'après la famille, la jeune fille était ce qu'on appelle un zombie. Elle était bien vivante, mais plongée dans un état second, proche de la mort, par un prêtre vaudou. C'est en tout cas ce que pense cet homme, au centre, Vesner Morancy. C'est l'un des plus grands prêtres vaudous, et il prétend avoir été alerté par la famille de la défunte. Comment comprendre qu'une personne a été à la morgue pendant 8 jours dans la glace, et le jour de ses funérailles, du sang vif sortait de son nez? C'est pas possible. Donc ça dit que c'est un corps qui vivait encore. Un corps qui vivait encore, mais qui aurait eu les apparences de la mort, à cause de drogues vaudou administrées par malveillance. Quand nous parlons de zombification, qu'est-ce que c'est? C'est une technique comme toute autre. C'est nous qui avons donné naissance à la science qu'on appelle anesthésiologie. Je peux réduire votre rythme de vie presque au niveau zéro, mais on peut faire revenir la personne en lui réadministrant, en lui réinjectant certains produits qui lui redonnent la vie. Le cercueil de la jeune fille, avec ses traces de sang et ses talismans vaudous, constitue bien un mystère. Cette femme était-elle un zombie? La clé de l'histoire se trouve peut-être dans les mystérieuses poudres vaudou censées transformer n'importe qui en zombie sans volonté. Il existe en effet des poudres à zombies en vente dans certains magasins comme celui-ci. Nous, on cherche des zombies. Est-ce que vous avez de la poudre à zombies? Poudre à zombies? Mais oui, on en a. On peut vous en acheter?
grand-mère, oui. Seulement voilà, quelques instants plus tard, la poudre à zombies semble s'être volatilisée. Pas facile de reconnaître devant une caméra que l'on vend un produit supposé donner la mort. On en avait, oui, mais maintenant, on n'en a plus. Parce que c'est vraiment difficile. La poudre à zombies, ce sont des ougans qui composent ça. Nous, on fait des choses à caractère chance, pas pour faire du mal. Mais qu'y a-t-il exactement dans les poudres à zombies? Pour l'instant, c'est une énigme. Pourtant, l'existence des zombies est prouvée, d'après le psychiatre Evry Archer. On connaît l'histoire de certain nombre de personnes qui avaient été effectivement déclarées mortes et qui avaient été inhumées et qu'on a retrouvées vivants, un peu altérés sur le plan psychique, mais vivants. Donc on sait bien que ce phénomène existe, mais on ne connaît pas vraiment la substance en cause. Les zombies existeraient donc bel et bien, mais rien de paranormal là-dessous. Ils seraient tout simplement des drogués malgré eux. Et ici en Haïti, on avoue en effet en apercevoir de temps en temps dans la rue. Je témoigne de loin. Ça existe vraiment, hein. Il faut croire ça. Un zombie, c'est quelqu'un ou un individu qui marche avec la tête baissée, bien, qui ne parle pas, qui ne voit pas réellement les choses, qui obéit à n'importe quel ordre, et puis aussi qui ne mange pas de sel. Pour les Haïtiens, le plus inquiétant, ce n'est pas la poudre, mais le pouvoir du prêtre. C'est au cours de cérémonies comme celle-là que des victimes seraient transformées en zombies. Voici Madame Nerva, la maîtresse de cérémonie. C'est elle qui dirige le rituel, organise les prières et les sacrifices d'animaux. Ces transes vont durer toute la nuit. Mais au fait, que deviennent les victimes une fois transformées en zombies? Il semble qu'on en fasse des esclaves dociles, et cela pour une bonne raison. Comme l'explique le grand prêtre Max Beauvoir. Il s'agit d'une punition qui est infligée à la personne parce qu'en principe, cette personne serait considérée comme un criminel dans d'autres sociétés, une personne asociale ou immorale. Eh bien, au lieu de lui trancher la tête, eh bien, nous pensons qu'il est mieux de préserver la vie quand même de l'individu, mais de lui ôter ce pouvoir de faire du tort. Et cette personne est généralement jugée par ses pairs, par la société, et qui la condamne à devenir un zombie. Les zombies, une punition terrible par empoisonnement, qui trouve finalement une explication rationnelle. Pourtant, beaucoup continuent de croire que la magie vaudou est capable de ressusciter les vrais morts ou de jeter des sorts. Jusqu'en France d'ailleurs. Nous sommes en banlieue parisienne. Dylan a 25 ans, il est sorcier vaudou. Et comme tous les vendredis, dès la nuit tombée, il pratique ses rituels de retour d'affection pour des clients qui rêvent de retrouver l'amour. Maintenant et pour toujours, qu'il ne puisse plus se passer de moi. La magie vaudou, Dylan en vit depuis 8 ans. Il en a même fait son métier. Il en a appris les rituels auprès de sa grand-mère prêtresse vaudou dans l'île de la Réunion. Ça, c'est ma grand-mère de la Réunion, qui est ici. Ma grand-mère, en apprenant ma naissance, m'a pris dans ses bras. Elle m'a présenté donc, aux lois, aux esprits vaudous. Je l'ai suivi un peu partout, donc dans les Hunforts, dans les temples vaudous. Grâce à cette initiation, Dylan est convaincu de pouvoir entrer en contact avec des esprits auxquels il demande d'aider les clients qu'il reçoit. Maintenant, je suis là pour aider les gens qui ont des problèmes à leur tour dans la vie. Ça peut être des problèmes d'envoûtement, des problèmes de couple. Difficile à croire, Dylan se dit capable de tout résoudre, depuis l'infidélité jusqu'à l'impuissance. Et pour ne prendre aucun risque, il ne veut pas que nous filmions sa maison, mais insiste pour nous montrer les traces des poudres censées le protéger. Donc ici, vous avez des poudres vaudou. Donc la poudre bleue qui s'appelle la poudre à tir, qui est faite pour attirer la clientèle. La poudre un peu orangée, jaunâtre qui est par-dessus, c'est une poudre qui est faite pour faire fuir donc, les ennemis et les gens mal intentionnés. Donc ce soir, j'ai une de mes patientes qui va venir pour un problème de couple, donc elle veut récupérer à tout prix son mari. Donc je vais préparer les poudres nécessaires par rapport à ce rituel. Donc on va mettre de la poudre à Lévini. Il est 20h.
Ce soir, Dylan reçoit des clients. Il doit se mettre en condition afin d'entrer en communication avec les esprits. Pour ne pas être reconnue, une des clientes de Dylan s'est voilée le visage. Elle vient consulter pour un retour d'affection afin de récupérer son mari séduit par une autre femme. Comme tous ceux qui sollicitent les services du sorcier vaudou, elle devra allumer des bougies sacrées, puis boire un alcool très fort censé favoriser le contact avec les esprits. Tes bagues sont de l'or, maîtresse, et de l'or la chaîne de ton cou. Ensuite, elle devra lire des formules magiques, censées faire revenir son époux. Les méthodes de Dylan sont toujours les mêmes. Pour lui, aucun doute, la magie vaudou, ça marche. Dylan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre vaudou, c'est ça? Non, Unsi. C'est-à-dire? Initié vaudou. D'accord, initié vaudou. À évidence, vous n'êtes pas né en Haïti. Non, pas du tout. On va parler un petit peu de ce qu'on a vu dans le reportage, mais je voudrais d'abord vous présenter Patrick Bieck. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magicien. Oui, je suis magicien. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que vous, des prêtres vaudous, sont venus vous voir pour vous piquer des trucs de magie. Pas pour me piquer des trucs, pour apprendre des choses chez moi. Apprendre des tours de magie. Il y avait des expériences de spiritisme que je pratiquais sur scène, et puis ils voulaient savoir connaître un tour, ce qui consiste à faire apparaître des réponses sur 2 ardoises. D'accord. Et lui, avec ça, il a appris à le faire en quelques jours. Et puis, quelques jours après, il me dit « Oh Patrick, tu sais ton tour que tu m'as appris l'autre jour, je l'ai fait à quelqu'un, à un consultant. Mon Dieu, il a changé de couleur devant moi. Je pouvais lui demander n'importe quoi. » Et puis moi, ça m'avait choqué un petit peu parce que je considère que la prestidigitation, c'est juste un art d'amusement, pas pour escroquer les gens. Vous présentez ça comme un tour, et il n'était pas sûr du tout que lui présentait ça comme un tour, visiblement. Il présentait ça comme un don. Beaucoup plus comme un don. Voilà. Comme un don acquis par la volonté du ciel. D'accord. Donc c'est un peu spécial. On va voir ensuite les réactions. Racontez-nous, par exemple, montrez-nous le type de tour qui peuvent être utiles à certaines personnes qui veulent manipuler les personnes un peu crédules. Voilà, volontiers, je vais vous le présenter. C'est une expérience de spiritisme où les esprits semblent jouer un grand rôle. Alors pour ceci, il me faut un jeu de cartes qui s'y présente. Alors je vais faire ce tour avec Dylan. Oui, d'accord. Parce qu'il me faut un sujet. Alors Dylan sera le sujet, ou plus exactement sera en quelque sorte le consultant. Alors je vais vers Dylan, je lui demande de regarder ce jeu, de vérifier ce jeu pour voir si c'est un jeu truqué ou pas. C'est un jeu de 52 cartes où toutes les cartes sont différentes des unes et des autres. Est-ce normal? Si vous voyez quelque chose de bizarre, vous signalez à tout le monde. N'ayez pas peur. Non, ça va. Ça va. Vous avez, pour la confiance, je vais même mélanger le jeu. Comme ça, personne ne saura l'ordre des cartes, même pas moi. Je vais vous demander, Dylan, de prendre une carte dans ce jeu. Vous la prenez, vous la regardez et surtout, vous retenez son nom. Vous prenez une carte dans le jeu, n'importe laquelle. Allez-y, n'hésitez pas. Prenez une carte, une seule. Regardez-la, regardez-la, retenez son nom. Ne me laissez pas voir. Laissez tout le monde la voir sauf moi. Bien. Vous replacez n'importe où dans le jeu où vous voulez. Vous prenez le jeu et vous le mélangez. Prenez le jeu, mélangez. Battez le jeu complètement. Comme ça, je n'ai absolument aucune chance de retrouver cette carte. D'ailleurs, je n'en ai même pas besoin. Ce n'est pas moi qui retrouvera cette carte, ce sont les esprits qui vont nous dire son nom. Je dépose le jeu ici et je vais utiliser 2 ardoises. 2 ardoises bien solides. Passez la main dessus. Passez la main. Ici, là. D'accord? Bien. Je vais placer les ardoises les unes sous les autres. On va bien ici, recto verso, les unes sous les autres. Attendez, Dylan, c'est vous qui allez placer la craie dedans. Prenez la craie, placez la craie à l'intérieur. Allez, faites entrer, voilà. Maintenant, tenez les 2 ardoises. Prenez les 2 ardoises, tenez-les en main. Et pensez fortement à votre carte, à la carte que vous avez choisie dans le jeu. Vous pensez fortement à cette carte. Vous essayez de voir cette carte, vous la visualisez, vous voyez son image. D'accord? Pensez à la craie, ardoise. Pensez à la craie, ardoise. Stop! Comment s'appelle votre carte? 2 de pique. Le 2 de pique. Objectivement réussi.
Ok, alors à l'évidence, ça a marché. C'est un tour de magie, on le rappelle, hein, c'est pas les esprits, vous, qui vous l'ont... C'est votre maîtrise, c'est votre habileté qui vous a permis de réussir ce tour. J'admets que c'est mon habileté, mais d'autres ne le disent pas. D'accord. Bravo Patrick, merci. Alors, vous nous l'avez dit, hein, visiblement certaines personnes aiment bien vous demander certains conseils, mais s'en servent à d'autres fins. Dylan, est-ce que vous savez, vous, que parfois, peut-être, certains prêtres vaudous ont accès à ce type d'informations pour abuser les gens? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que ça vous paraît fou? Certaines rumeurs, oui, mais moi je ne connais pas. Je connais que des gens sérieux. Ouais. Donc je ne côtoie pas les charlatans. Alors, vous êtes convaincu que les rites vaudous ont une utilité, une capacité, un pouvoir. Qu'est-ce qui vous a donné cette conviction? Comment vous avez cru à la capacité de ce rite? Déjà, j'ai cru par rapport à ma grand-mère, à La Réunion, donc je suis originaire de La Réunion. Et je l'ai vu pratiquer. Donc il n'y a pas de tour de passe-passe chez ma grand-mère, c'est du sérieux. Et ça m'a impressionné. Qu'est-ce qu'elle arrivait à faire, par exemple? Ma grand-mère, entre autres, j'ai vu déjà allumer un cigare, donc sans briquet, sans feu. Ça m'a déjà impressionné quand j'étais gamin. Sinon, soigner les gens, entre autres aussi, ça m'a beaucoup impressionné, quoi. Comment guérir une personne, comment résoudre des problèmes de cœur, comment résoudre des problèmes de travail. Et est-ce qu'on pouvait aussi jeter des sorts, jeter le malheur? Dans le vaudou, il y a deux parties. Il y a le vaudou main droite, donc magie blanche, et le vaudou main gauche, qui est magie noire. Donc après, ça dépend du sorcier, en fin de compte, hein, de son cœur, si c'est quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant déjà de base. Docteur. C'est certain que, et surtout dans le domaine de la santé en ce qui me concerne, là, il faut être très très vigilant. Enfin, moi, je ne peux pas laisser passer certaines choses et c'est vrai qu'il faut être très très prudent. Prudence. Moi, je vous rassure, je ne pratique pas la magie de santé. Oui. C'est pour moi, il y a l'espèce. Oui, non, dans le vaudou, il y en a. De toute façon, je ne pratique pas. Il y en a beaucoup, oui. Mais, mais vous, retour d'affection, ce genre de choses? Ah oui, ça, je le pratique, pour la clientèle. Docteur, par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette émission, on avait des choses objectivement troublantes, des choses qui, elles, sont en revanche nettement moins étonnantes, qui s'expliquent très facilement. Votre réflexion globale? Moi, je dirais, si les gens peuvent croire à certaines, s'évader un petit peu, croire au spiritisme, c'est leur point de vue. S'ils se font pas de mal, s'ils mettent pas leur santé en péril, pourquoi pas? Voilà, c'est toujours pareil. Il faut avoir affaire à des gens honnêtes. Et dans toutes les professions, et notamment dans ces professions, il y a beaucoup de gens qui sont des charlatans. Donc voilà, il faut une mise en garde et il faut être très très prudent. Je voulais, Patrick, Dylan, vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, juste avant de conclure, je voudrais à nouveau remontrer quand même le livre du docteur, Nouvelles histoires extraordinaires de la médecine. On est parfois proche du paranormal. Certaines personnes ont l'impression qu'ils sont confrontés à du paranormal. Alors bon, c'est vrai que moi, je parle de cas médicaux tout à fait bien médicaux et dont l'énigme est difficile. Mais il y a certaines histoires qui sont aux frontières, comme l'histoire de cet homme qui arrive à Paris un 1er décembre. C'est un Japonais. Et puis le 2 décembre, il n'est pas bien. Il a un petit peu mal dans la poitrine. Le 3 décembre, ça va encore moins bien. Sa femme pense qu'il est déprimé. Et le 4 décembre, il est obligé d'appeler SAMU. Il fait une menace d'infarctus. Et finalement, on va découvrir qu'il est atteint d'un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Baskerville, qu'on a identifié. En fait, c'est simplement la superstition, la peur du chiffre 4 chez les personnes du Japon et de Chine peut engendrer un tel stress. C'est un chiffre qui porte malheur. Voilà, chiffre 4 signifiant mort également. Donc si on ne sent pas bien par loin du 4, la peur de ce chiffre 4 est tellement importante que ça peut provoquer un stress qui peut parfois être fatal. Donc là, c'est vrai, dans des frontières, mais ça, je pense qu'on peut parler de l'influence du psychisme sur certaines pathologies. Messieurs, merci. Docteur, merci pour tous ces éclaircissements. Et nous, on se retrouve très bientôt sur M6. Au revoir.